masculinité, blanchité, hétéronormativité, ces normes qui nous contraignent. Un débat qui a lieu dans le cadre du 12e Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale. Bon, alors puisqu'on parle de cadre qui nous gouverne, je remercie déjà le Conseil général du Pas-de-Calais de nous recevoir ici. Marion Laidbert qui m'a aidé à l'organisation de cette journée, et puis nos invités que je présenterai après. Alors c'est un débat qui a lieu dans le cadre du Salon du livre dont la thématique principale est la frontière, la question de la frontière. On a abordé vendredi la question de la frontière entre vie professionnelle et vie privée. On aborde aujourd'hui d'autres types de frontières. On aborde encore d'autres frontières mercredi, le 1er mai, dans le cadre du Salon du livre. Frontières géopolitiques, touristiques, frontières économiques. L'Islande comme exemple justement d'un pays qui a mis une frontière au développement du capitalisme à tout craint. On va parler également de frontières entre les sexes avec la question des intersexes, des transgenres, etc. Donc voilà, les frontières sous toutes ces formes jusqu'au 18 mai, date finale de ce salon du livre qui s'étend de plus en plus, puisque la question de la frontière de la langue sera abordée à travers la question de la traduction, puisque l'on aborde donc la question de la traduction qui est une manière de franchir une frontière, d'aller vers d'autres cultures, vers d'autres civilisations, mais aussi qui pose d'autres problèmes sur le statut du texte notamment. Donc ça c'est voilà, pour le 18 mai. Frontières également, donc j'avais dit frontières économiques. Ce soir on projette le film Le Grand Retournement au Cinéma Vida à Arras à 20 h en présence de Bernard Roté, qui est donc l'assistant réalisateur de Gérard Mordillat. Et donc ce sera l'occasion de débattre avec Attaque également de ces questions-là. Alors aujourd'hui, on est sur la question de la blanchité, l'hétéronormativité et la masculinité. Pour l'instant, je ne fais pas de pataquès, mais je pense que ça va arriver. Ces modèles qui nous contraignent. L'idée est venue en fait d'un exemple tout simple, c'est que quand on veut faire on peut partir de cet exemple-là en tout cas, quand on veut faire un cadeau à un neveu ou une nièce, souvent on se trouve contraint, par exemple, d'acheter une mitraillette pour son neveu, je sais pas, une table à replacer pour sa nièce. On est d'une certaine manière poussé à acheter ce genre de cadeaux un peu obligé, la poupée par exemple pour la petite fille. Et alors du coup, ça m'a rappelé aussi que quand j'étais petit, j'étais très content de jouer au Lego et de jouer à la guerre, etc. Enfin bref, que j'avais une tenue de héros et que je vais porter très longtemps. Mais tout ça pour dire qu'en gros, on incarne, on endosse, et puis on produit aussi des normes, des limites, des cadres dans lesquels on évolue. Et que quelque part, on est à la fois le produit de ces cadres et qu'on les produit nous-mêmes. Donc c'était un petit exemple pour dire voilà, qu'on est contraint par ces modèles, et que ces modèles, ou en tout cas ces cadres, on ne les voit plus forcément. Et donc aujourd'hui, l'idée c'était de mettre un peu en lumière ces cadres qui nous contraignent, ces modèles dominants, en essayant d'enlever les lunettes analytiques qu'on a pu avoir et qu'on a pu porter et qui ont pu déformer nos perceptions. Et à travers des exemples très spécifiques qui sont des canaux de diffusion, donc les médias notamment, et en particulier, puisque ce sont vos sujets d'études principaux, d'après ce que j'ai pu comprendre. Avec autour de cette table Maxime Servul, docteur de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, sociologue, co-auteur de Homo Exoticus, Race, Classe et Critique Queer notamment, et qui travaille notamment sur les questions des médias, des publics et des rapports sociaux qui configurent la relation entre eux. Sarah Lécossais, doctorante à l'Université de Sorbonne Nouvelle, qui travaille notamment sur les questions de représentation des mères de famille de la maternité dans les séries télé, entre autres. Nelly Kemener, maître de conférence à l'Université Sorbonne Nouvelle, auteur d'un ouvrage à paraître, La grande bouffonnerie poétique de l'humour dans les médias français. Donc ça va apparaître en septembre, et dont les travaux portent sur les problématiques du genre, de la classe, de la race et des représentations médiatiques. Et enfin Marion Laidbert, attachée d'enseignement et de recherche à l'Université de Lille 3, et dont les recherches s'intéressent à la construction de la race, du genre et de la classe sociale, du citoyen modèle qui semble apparaître en creux dans les médias d'information généralistes. Alors pour rentrer tout de suite dans le sujet, avant de rentrer dans le sujet, l'idée de cette rencontre est d'entendre chacun des invités évoquer les questions qui nous intéressent aujourd'hui, mais aussi d'ouvrir au plus vite le débat ensemble
sur ces questions. Donc du coup, je pense qu'on s'oriente vers une première prise de parole un peu pendant 1 heure pour essayer de donner un cadre au débat. Et puis ensuite, on va essayer d'ouvrir la parole au maximum pour que chacun puisse échanger, réfléchir ensemble à ces concepts et à ces réalités. Alors ce sont des sujets qui sont en plus extrêmement liés à l'actualité, on pourrait penser en tout cas, puisque les pavés sont encore chauds des marches pour ou contre, par exemple, le mariage pour tous. La question de la place des homosexuels dans le débat public semble avoir n'a jamais été aussi importante peut-être. Et donc finalement la question de la norme, en tout cas sur cette question-là, est revenue à l'ordre du jour et à la une des médias. On parle de modèle hétéronormé, mais pour le coup ici, on a l'impression que dans cette actualité, on est en train de modifier finalement ce rapport à cette hétéronormativité. Alors déjà pour cette première notion, on pourrait se demander ce qu'on vous entendez déjà par hétéronormativité et sur la place de l'homosexualité, ou en tout cas de la représentation homosexuelle dans les médias, sur justement cet événement médiatique et politique qui survient aujourd'hui. Est-ce que ça a pu changer, ou en tout cas est-ce que vous avez l'impression que ça change aussi un rapport peut-être qu'on peut avoir à cette question-là? Je ne sais pas qui veut commencer à intervenir. Maxime? Oui, je vais bien commencer à intervenir. Merci. Effectivement, moi je travaille en ce moment justement sur la médiatisation des débats autour du mariage pour tous. Et il y a un élément qui m'a beaucoup frappé en fait dans la manif pour tous et dans les contestations de la réforme Taubira, c'est le fait que finalement les contestations de la réforme, elles sont créées d'abord sur un refus de l'égalité homme-femme, ce qui est un élément qui est très fort, qui est très présent, notamment dans la presse de droite qui a couvert l'événement. C'est-à-dire que la justification de l'opposition à la réforme repose sur une conception assez binaire de la division du travail, de la division du travail parental, avec cette idée que les femmes, les mères auraient un certain type de fonction dans l'éducation des enfants, que les hommes auraient un autre type de fonction, et que donc passer outre cette dimension binaire et dichotomique dans le cadre de l'éducation des enfants posait un problème. Donc ça c'est un élément, et puis un autre élément qui concerne très directement la façon dont au sein de la sphère publique se définissent et se redéfinissent les normes de genre, était l'appui très fort d'un certain nombre d'intellectuels qui soutenaient la manif pour tous, la dite manif pour tous. Ils s'appuyaient sur une certaine lecture d'un texte du Conseil constitutionnel selon lequel des situations différentes pouvaient produire des cadres juridiques différents. C'est-à-dire que l'égalité serait inféodée à la similarité. En d'autres termes, des hommes et des femmes, en tant qu'ils sont différents, ne doivent pas nécessairement s'inscrire dans les mêmes cadres juridiques. Et ça, c'est un élément qui a été très clair, qui a été une partie tout à fait importante du débat dans la presse, alors pas à la télévision, pas à la radio, mais vraiment dans la presse entre juristes, et avec un clivage gauche-droite très important. Et ce qui est intéressant, c'est que l'appui de la rhétorique anti-mariage sur cet argument-là, finalement, entérine aussi l'idée que l'égalité entre hommes et femmes ne peut pas être complète, juridiquement, puisqu'ils sont pleinement différents. Donc on a une réaffirmation de la différence des sexes qui, finalement, légitime un traitement juridique différencié. Donc ça, c'est un aspect important. Et puis l'autre aspect, c'est qu'il y a une articulation forte de ce discours-là qui produit ou reproduit la différence des sexes, avec un discours civilisationnel. On a beaucoup entendu dans le débat l'idée que cette réforme entraînerait un changement de civilisation, et des groupes qui ont revendiqué la défense de la civilisation française, qui est un discours qui, au sein de la sphère publique, de manière aussi visible, aussi audible, on entend, je crois, assez rarement, qui est un discours qui donc s'est facilement aussi incarné dans des coalitions avec des groupes nationalistes, dans des coalitions avec des groupes d'extrême droite contre-révolutionnaires, ce qu'on entend évidemment. Et puis ce discours de défense de la dite civilisation
eh bien, a pris pour cible principale la polygamie. Donc l'idée que l'ouverture du mariage pouvait entraîner en conséquence l'extension du mariage au-delà de deux personnes. Et cette figure monstrueuse, cette figure d'altérité radicale qu'est la polygamie telle qu'elle a été présentée dans la presse, notamment de droite, eh bien s'appuyait sur toute l'histoire aussi récente et à plus longue échelle de l'islamophobie en France, avec effectivement l'idée que, alors qui est expliquée par exemple de manière très directe, très limpide dans le Figaro, que les homosexuels et les islamistes seraient aujourd'hui en France dans un état d'alliance objective, avec une remise en cause donc, des lois de la République et la mise en œuvre d'un droit communautaire. Ce qui relève à l'évidence du fantasme. Mais ce qui est tout à fait intéressant en tout cas, c'est qu'au-delà de la question de la représentation de l'homosexualité, moi je pense que ce débat il a largement dépassé cette question et c'était absolument pas l'enjeu. Ce qu'on a vu émerger, c'est l'articulation d'un discours nationaliste et d'un discours qui reproduit la différence des sexes. Donc on a là une nouvelle articulation de l'extrême droite qui s'appuie très fortement sur eh bien, la question des droits reproductifs, sur la question de la dite civilisation. Et voilà, donc je pense qu'effectivement ce mouvement était, au-delà du fait d'avoir fait faire converger les droites, ce mouvement était extrêmement important pour cela, et je pense que c'est pour ça que la gauche doit s'atteler à gagner la bataille des idées, au moins, sur ce terrain. Ceci près qu'on a vu quand même aussi poindre une sorte d'homonationalisme. Voilà, que l'homosexualité n'était pas forcément du côté du mariage, des fois était aussi de l'autre côté. On a vu notamment Brigitte Bardot accompagnée d'une cohorte comme ça d'homosexuels qui étaient contre le mariage. Donc on peut se demander si justement c'est peut-être un peu caricatural la représentation que tu présentais là-dedans. Non, parce que ce que je dis justement, c'est que c'est une question qui est désarticulée de la question de l'homosexualité. C'est une question finalement en termes de projet de société et de valeurs bien au-delà, c'est-à-dire avec au cœur la question de l'égalité homme-femme. Est-ce qu'on a une conception du genre qui est constructiviste ou est-ce qu'on a une conception essentialiste qui pense qu'effectivement la division sexuelle du travail est juste? Voilà. Je pense que ça, c'est une des questions qui est en fait assez centrale. Donc on trouve évidemment ces positions indifféremment que les personnes soient hétérosexuelles ou homosexuelles. Ceci dit, c'est vrai que du côté du soutien à la réforme, on a vu aussi évidemment des rhétoriques nationalistes, en tout cas, ou de défense d'un projet national, ce qui est entendable puisqu'effectivement on parle d'un débat institutionnel. Néanmoins, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est le fait qu'il y a eu un silence relativement assourdissant du côté des soutiens à la réforme, sur le fait que cette réforme, elle a aussi des implications en termes de reconfiguration de la nation, dans le sens où le mariage est évidemment une des institutions républicaines centrales, qui ouvre à la citoyenneté pour ceux qui en sont dépourvus. Et ce texte, il contient quand même, le texte Taubira, il contient un article tout à fait intéressant qui précise que pour un certain nombre de ressortissants, alors je crois que c'est 12 pays, dont le Maroc et la Bulgarie par exemple, en vertu des accords binationaux signés entre la France et ces pays, les ressortissants de ces pays ne pourront pas contracter de mariage avec des personnes de même sexe. Donc on voit bien que ça c'est une critique que porte la théorie queer, qui est un courant un petit peu radical de réflexion sur les questions liées à la sexualité. Le mariage, aujourd'hui, le mariage homosexuel, reste un droit national. C'est-à-dire qu'il n'a pas valeur à être reconnu dans d'autres pays. Si je me marie au mois de juin en France, mon mariage ne sera pas reconnu, par exemple, en Colombie ou en Russie, d'une part. Et puis d'autre part, eh bien, que le mariage est aussi utilisé, ou en tout cas a des effets en termes de politique d'immigration. Et là, on voit bien que, notamment pour des ressortissants des ex-pays français colonisés, le fait qu'ils ne puissent pas contracter mariage pour tous, pose aussi question sur la façon dont se reconfigurent les frontières de la citoyenneté pour les immigrants en France. Donc, voilà. Donc c'est une question qui, évidemment, juridiquement était très complexe,
Néanmoins, ce qui est étonnant, c'est que les associations LGBT, notamment l'inter-LGBT, n'aient pas clairement posé ce débat dans l'espace public. Alors, dans les représentations de la famille, du couple, etc., on peut aussi s'interroger, alors il y a bien sûr les médias, mais aussi les séries télé. La notion de couple dans la série télé, elle est assez centrale. On a vu apparaître peu à peu, d'ailleurs, des couples homosexuels également dans les séries télé. Ça pose voilà, une question déjà de représentativité ou d'existence, en tout cas à l'image de ces couples. Je ne sais pas si... alors, moi je travaille surtout sur les séries françaises, qui n'empêchent pas de regarder évidemment les séries d'ailleurs, notamment les séries américaines qui ont davantage tendance à mettre en scène des familles homoparentales ou des couples homosexuels. Les séries télé françaises sont quand même encore assez frileuses pour mettre en scène ce type de héros. Les grands, de toute façon, quand on parle d'hétéronormativité, sur les séries françaises, les hérotypes, ils sont hétérosexuels de toute façon, et ils sont blancs de toute façon. Voilà. Donc après, femmes, hommes, on a les deux, mais de manière générale, Julie Lescaut, tous ces héros-là, leur sexualité n'est pas du tout questionnée. Ils sont automatiquement hétérosexuels. Et dans une famille de ce type-là. Ça, c'est vraiment la représentation dominante. Après, on a quelques personnages qui apparaissent, notamment dans Plus belle la vie, dans PJ, aussi le personnage de Laurent qui est arrivé, etc., qui sont des personnages positifs. Je pense qu'il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a une différence entre hommes et femmes, pour le coup, par rapport à l'homosexualité, où souvent les femmes, alors déjà elles passent des hommes aux femmes assez souvent, elles ne sont pas forcément automatiquement codées comme lesbiennes, mais sans être codées comme bisexuelles, elles vont aller des deux côtés. Et souvent c'est les femmes qui vont être déçues par les hommes, ce qui va expliquer qu'elles ont souffert, elles ont été trahies, etc. Et donc elles se tournent vers des amours féminines, ce qui est une façon de rendre, je ne sais pas pourquoi on fait cette façon, je trouve que c'est quand même assez spécial de dire que si on est lesbienne, c'est qu'on est déçu par les hommes, et donc ça expliquerait qu'on ne se tourne pas vers un modèle de couple classique, entre gros guillemets, bien sûr. Et après, on a là, il y a une série assez récente à Tiger Lily, je ne sais pas si vous regardez la télé ou pas, où on avait un couple de femmes qui ont un enfant et qui vivent ensemble, etc. Donc là, c'était sur France 2, c'est quand même assez récent, assez novateur pour le coup, d'avoir cette famille où ce n'est pas questionné. Elles sont en couple et c'est normal et ça ne pose pas de problème. Voilà, donc c'était assez rare et en fait c'est nouveau dans la fiction française qu'on ait ce type de personnage. Après, pour l'homosexualité, il y a une autre chose qui apparaît parfois, c'est comment on va... si un personnage est un homme et qui est homosexuel, il ne sera pas vraiment complètement viril ou un homme. C'est-à-dire qu'on va le coder, voilà, où il sera un peu efféminé ou féminisé. Et la féminisation de ces personnages passe parfois par les tâches domestiques. Ce qui fait qu'on a, notamment dans Clara Scheller, je ne sais pas si ça vous parle, mais on a ce personnage de JP qui est clairement gay, etc. Mais il aime bien s'occuper de la maison, c'est lui qui fait la vaisselle, c'est lui qui fait la lessive. Alors c'était, il y a eu deux acteurs, il y a eu Diffenthal dans une des premières, voilà. Et après je ne sais plus le nom du deuxième acteur, mais c'était Frédéric Diffenthal. Voilà, c'était lui. Donc voilà. Et donc on nous explique qu'effectivement il est gay, mais sa virilité va être remise en question du fait qu'il sera codé comme faisant les tâches domestiques et donc qui sont codés comme socialement féminines. Donc le cœur, finalement, c'est le couple hétéronormé, blanc. Voilà. Ouais. Et dans l'histoire, dans ce couple normé, quelle est la place de la femme? Alors la femme, elle est vraiment, et j'ai l'impression, peut-être plus encore aujourd'hui, je pense qu'on peut aller jusque-là, mais c'est la femme qui est le cœur de la famille. La mère de famille, c'est elle qui fait le lien, c'est elle qui réconcilie, c'est elle qui est porteuse de tout l'amour. La mère, elle est automatiquement aimante, déjà.
c'est une norme. Pour le coup, on considère que si on est mère de famille, on aime ses enfants. Et si on ne les aime pas, alors là, ça devient une déviance. On ne peut pas être une bonne mère si on n'aime pas. Et par contre, il ne faut pas les aimer trop non plus. Donc il y a toujours une dose, il ne faut pas être une mère trop aimante, mais, parce qu'on est déjà étouffante. C'est toujours le risque, ça devient malsain. Mais il faut quand même être une mère aimante. Donc les mères sont là, vraiment comme... les familles s'effondrent sans elles. Quand on a de la télé-réalité, la première télé-réalité sur France 2, Une semaine sans les femmes, on nous dit qu'est-ce qui se passe quand on enlève la maman de la famille, rien ne va plus. Les papas doivent apprendre à s'occuper des enfants, à faire les courses, la lessive, donc ce qui montre bien que ce n'était pas normal, puisque c'est une situation hors norme d'avoir une famille sans la maman. Donc je pense que les séries, elles reproduisent ça, aussi, voilà, avec une famille formidable. C'est vrai que le personnage de Catherine Beaumont, c'est toujours, je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, ce type de choses, mais on fait pas ci, fait pas ça. Les personnages des mères sont quand même très présente. On a famille d'accueil aussi, où c'est une mère qui accueille les enfants chez elle. Son travail, c'est la maternité, c'est son métier. Donc, vraiment, justement, on redonne, dans la parentalité, pour le coup, être mère, ce n'est pas la même chose qu'être père. Et la différence de sexe, elle est réinvestie pleinement. Hein, c'est un peu ce que tu disais, Maxime. Elle est réinvestie justement dans ce partage des tâches, notamment dans le soin aux enfants. Et ce qui est intéressant, moi, je trouve, par rapport à ce que Sarah dit, c'est que effectivement, dans on va dire dans le divertissement ou dans les médias de divertissement, enfin les séries télé ou les émissions par exemple d'humour, les sketchs humoristiques auxquels moi je me suis beaucoup intéressée, c'est qu'on voit aussi que tous ces modèles normatifs passent par la mise en scène de figures repoussoirs de la masculinité et de la féminité. Donc dans l'humour par exemple, ce qui se passe souvent, c'est que certes la féminité et les femmes de manière générale sont sujettes à moquerie, hein, de manière assez récurrente, moquerie qui n'est pas nécessairement du même ressort, on va dire, que la masculinité ou les hommes, hein, si on associe les deux, parce que de fait les deux ne sont pas toujours associés. Mais ce que l'on voit, c'est que les deux aujourd'hui sont quand même sujets à moquerie. Certes avec, encore une fois, souvent un impact ou en tout cas une signification peut-être un peu différente, puisque la position sociale des femmes et la position sociale des hommes n'est pas la même. Donc se moquer de la féminité ou des femmes semble plus attendu parce que c'est un stéréotype connu. Mais en réalité, les hommes aussi sont sujets à stéréotypes. Et ce que l'on voit par exemple dans l'humour, c'est dans les modèles de féminité raillés, il y a la blonde qui reste raillée par les hommes, mais aussi par les femmes elles-mêmes. Donc la figure de la blonde, on la retrouve chez Florence Foresti, on la retrouve chez Anne Roumanoff, et c'est une figure qui est mise en scène comme une femme aguicheuse, toujours, disons, dans une forme de séduction un peu malgré elle, finalement, d'une bêtise incroyable, et ça semble être une figure repoussoire de la féminité, c'est celle qu'on n'a pas envie d'être, au bout du compte. Du côté du masculin, il y a à peu près le même type finalement de ressorts qui se mettent en œuvre. On voit ça dès les sketchs, alors des vieux sketchs, hein, ceux des années 90 d'Antoine Decaune ou José Garcia par exemple, où ce qui est mis en scène comme une figure repoussoire, c'est la virilité. Un homme trop viril finalement peut être sujet à moquerie aujourd'hui. Et dans les émissions de Role Playing, on voit aussi ce même type hein, finalement de mise en scène d'une masculinité, si vous voulez, qui prend un peu soin d'elle en fait. Il y a une mise en scène de ces hommes qui prennent soin d'eux, qui doivent aussi prendre soin de leur corps pour plaire à leurs femmes, etc. Ce qui n'est pas majoritaire, mais ce qui est là aussi en creux. Et en fait, à travers cette mise en scène de figures un peu repoussoires, comme la mauvaise mère, finalement, on crée des nouveaux modèles normatifs. Ce que nous disent les émissions de divertissement, c'est finalement, ne soyez pas ça, mais derrière tout ça, il y a quand même aussi cette production de nouvelles normes de féminité et de masculinité. Toujours hétérosexuelle. On reste effectivement généralement sur une hétérosexualité forte. Et puis dans l'exemple que tu as donné, là, sur par exemple un homme qui fait attention à lui, etc., c'est aussi soutenu par toute une industrie, on imagine, de produits, de soins, donc le changement de normes et de cadre peut aussi être soutenu par ce genre d'opération, entre guillemets, marketing. Bien sûr, mais les émissions de Role Playing, de toute façon, donc celle d'M6, hein, Nouveau Look pour une nouvelle vie ou Belle de tenue, sont très clairement affiliées. Au début, c'était d'ailleurs beaucoup plus
disons, évident quand il y avait les tout premiers épisodes en 2004 de Nouveau Look pour une nouvelle vie, où ils promouvaient quasiment à l'antenne les noms des magasins ou les noms des experts en images, comme ils appellent, pour aider les gens. Donc on voyait très clairement les noms apparaître, donc il y avait une sorte de promotion assez évidente, effectivement. Donc là, oui, j'ai envie de dire, c'est quelque chose d'assez attendu. Sur les émissions de relooking, il y a effectivement des alliances, on va dire, commerciales derrière. Après, sur ces promotions on va dire, ces mises en scène de figures repoussoirs, on est aussi des fois sur des divertissements. L'humour n'est pas associé, par exemple, à une industrie commerciale si simple. Donc là, on est aussi vraiment sur la production de modèles normatifs qui passent par des imaginaires, tout simplement. Voilà, c'est pas quelque chose d'organisé si simplement, en fait. Ouais, si je puis me permettre de rebondir sur ce que tu disais, Marie, sur repoussoir de la féminité et masculinité, enfin, sur les figures repoussoirs de la féminité et masculinité. Moi, pour avoir travaillé pas mal sur la représentation des minorités ethno-raciales dans les médias d'information généraliste, donc là, vraiment, dans les JT, dans la presse quotidienne nationale, donc Libé, Le Monde, Le Figaro, en télé, TF1, France 2, France 3. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les minorités ethno-raciales, elles sont ethno-racialisées, donc catégorisées en tant que non-blancs, c'est-à-dire qu'on va leur attribuer des caractéristiques spécifiques. Ça va passer justement par leur féminité ou leur masculinité. Donc pour aller vite, depuis les années 80, dans l'espace médiatique, il n'y a pas 36 manières de représenter les non-blancs. C'est que, donc déjà, il y a les non-blancs de nationalité française, ils sont toujours jeunes, hétérosexuels, appartenant aux classes populaires, ils vivent en banlieue, donc là, voilà, c'est toujours... ils sont toujours de la première génération. Et donc après, il y a d'autres stéréotypes qui vont être les parents, donc qui là, sont plutôt plus âgés, là, entre 40 et 70 ans, qui sont d'origine nord-africaine, en général, le père, il est arrivé en France avec la politique pour reconstruire la France d'après-guerre, et il a fait revenir sa femme, donc le stéréotype de la mère immigrée, dans les années 70 pour la politique du regroupement familial. Et donc voilà, donc, vraiment, il y a vraiment cette différence, c'est que finalement, les non-blancs qui sont de nationalité française sont toujours jeunes. C'est que ça, dans les médias, ça n'existe pas, ou alors ceux qui sont un peu plus âgés vont être construits comme des exceptions. Et au niveau des normes de genre, c'est-à-dire qu'une des manières d'ethno-racialiser ces stéréotypes, c'est qu'on va toujours construire donc les hommes comme étant virilistes. Donc vous avez tous en tête le stéréotype du jeune des banlieues, qu'on appelait le stéréotype du beurre dans les années 80. Mais maintenant la banlieue, c'est vraiment utilisé pour marquer la race des minorités ethno-raciales. On va dire un jeune des banlieues. Quand on parle banlieue, ça veut dire un jeune non blanc. Et donc il va apparaître par exemple voilà, dans des faits fortement médiatisés du type émeute, faits de délinquance, trafic dans les banlieues. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va poser problème à la société française, qui va être violent, délinquant, homophobe et intrinsèquement sexiste. Et donc son père, la figure du père immigré, il va être aussi construit de la même manière, sauf qu'il va être désexualisé. C'est-à-dire qu'il va être décrit comme battant sa femme, battant sa fille, etc. Mais par contre, il n'a pas de sexualité. Que le jeune des banlieues, il est toujours hyper sexualisé, il veut violer, en tout cas, je ne sais pas si vous vous rappelez de Ni pute ni soumise quand ça a émergé dans les médias, il y a eu vraiment cette figure du violeur, du jeune des banlieues. Et à côté, il y a la jeune fille des banlieues, donc la beurette des années 80, qui, elle, est donc soumise à son père et à son frère, mais qui veut quand même s'émanciper. Elle voudrait vivre comme les citoyennes françaises blanches, mais elle ne peut pas parce qu'elle est contrainte à porter le voile par son père, elle est contrainte à rester cloîtrée dans le foyer, et puis pour se protéger, on va dire, du sexisme des garçons non blancs, elle va être contrainte de porter des vêtements masculins, ou alors à porter le voile. Et du coup, il y a vraiment... Dans la représentation de leur féminité ou masculinité, c'est une déviance. Elles sont tout, une manière d'ethno-racialiser les minorités ethno-raciales, c'est vraiment de les représenter comme étant déviantes des normes de genre, d'être dans des figures repoussoires comme ça de la féminité et masculinité. Et ceux qui apparaissent dans les médias, les non-blancs qui apparaissent dans les médias, qui ne rentrent pas dans cette représentation-là, sont construits comme des exceptions. Donc on va avoir par exemple Fadela Amara ou les militantes de Ni pute ni soumise qui, elles, où il y a tout un discours médiatique sur... elles se sont émancipées par le militantisme.
Donc elles ont dû se battre et vraiment être en rupture avec la famille pour pouvoir vivre comme les citoyennes françaises blanches, mais elles apparaissent vraiment comme des exceptions face à une espèce de groupe homogène de femmes, enfin de jeunes filles en tout cas, qui sont soumises, cloîtrées dans l'appartement familial, etc. C'est vraiment ça, c'est un système, c'est-à-dire que les représentations des minorités ethno-raciales fonctionnent presque comme un système. C'est comme ça qu'on les représente depuis les années 80. Et en creux, avec ces figures de repoussoir de la féminité et de la masculinité, émerge donc un sujet blanc, une femme blanche et un homme blanc. Alors la femme, elle va être construite comme étant émancipée, à l'égalité des hommes, etc., féminine. Et à côté, il y a l'homme blanc qui, lui, est construit aussi comme étant porteur de la cause de l'antisexisme, qui est masculin mais pas viril, et qui va avoir tendance à effacer justement ces attributs trop virils qui vont symboliser d'une manière trop forte la domination de genre. Mais sauf que ça se renégocie, ces normes-là. Mais du coup, il y a quand même la question de la différence des sexes, et un schéma toujours hétéronormatif. Et le genre, il est vraiment central et il sert, enfin en tout cas dans tout ce qui est représentation des minorités ethno-raciales, il est au cœur de ces processus de construction de la blanchité et de ce qui est non blanc. Est-ce que tu peux redéfinir un peu la notion de blanchité? Parce qu'il y a eu pas mal de questionnements en tout cas sur cette notion. On m'a dit ouais, blanchité, on ne sait pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire blanchité? Blanchité, alors déjà, on peut prendre d'une manière, enfin de différentes manières, mais déjà, Maxime, de toute façon, on réagit ensemble, mais en gros, on met la lumière, parce que quand on parle généralement des questions ethno-raciales, on pense toujours aux minorités ethno-raciales, c'est qu'on va toujours parler des non-blancs. Et là, quand on travaille sur la blanchité, du coup, on va regarder justement la norme ethno-raciale et voilà, et donc les blancs. Alors c'est un peu compliqué à définir parce qu'en Occident, la blanchité, comme elle est partout, du coup, on la voit pas. C'est-à-dire que on a du mal à se rendre compte ce que c'est que d'être blanc, en fait. Enfin, en tout cas, de comment elle est représentée dans les médias, parce qu'elle est partout. Donc, même nous qui travaillons dessus, c'est compliqué à définir comment l'identité blanche, en tout cas, est représentée, parce que on peut la comprendre justement à travers ces figures repoussoires de ce qui n'est pas. C'est-à-dire que moi, je vois dans mon terrain, c'est que les minorités ethno-raciales vont faire l'objet de portraits, de reportages, c'est-à-dire qu'il y a les journalistes qui vont aller en banlieue, qui vont essayer, si je prends un exemple de Ni pute ni soumise, quand les journalistes ont médiatisé le mouvement, ils sont allés en banlieue pour interroger des jeunes filles dans les banlieues et pour qu'elles expliquent, en tout cas, comment c'était la vie quand on était non-blanche, c'était quoi le rapport qu'elles avaient avec l'entourage, etc. Ça, on ne verra jamais, en tout cas, des journalistes venir dans l'hypercentre parisien ou même dans les villages pour interroger des blancs et pour qu'ils expliquent qu'est-ce que c'est que d'être blanc et c'est quoi les rapports qu'on a avec l'entourage. Il y a vraiment un implicite blanc, mais du coup, cet implicite-là, c'est comme la blanchité n'est pas vue, c'est là que finalement le pouvoir en termes de rapports sociaux de race se produit et se reproduit. Et du coup, c'est vrai que quand on parle de blanchité, c'est en gros les avantages structuraux des personnes qui sont socialement identifiées comme blanches. C'est-à-dire qu'elles vont avoir des avantages par rapport aux non-blancs. Je pense globalement, et je ne sais pas Maxime si tu veux ajouter quelque chose. Oui, non, je pourrais juste dire une petite chose sur la notion de minorité visible, par exemple, qui a eu beaucoup d'importance dans les politiques publiques, qui ont été conduites relativement à la diversité et à cette question, est-ce que les médias reflètent adéquatement la société française? Le terme même de minorité visible, qui a été employé pour précisément ne pas nommer directement qui sont ces minorités dont on parle. En fait, quand on regarde les rapports, il s'agissait de compter les non-blancs, c'est ce qu'ont fait les sociologues qui ont été missionnés sur ces questions. Le terme même de minorité visible pose question, et on voit bien que qui est visible l'est parce qu'il, d'une certaine manière, diverge d'une norme implicite. Et en ce sens, le groupe, l'envers de la minorité visible, c'est la majorité invisible. Donc, on voit bien que, y compris ces questions institutionnelles relatives à la représentation de la diversité dans les médias, posent aussi la question, finalement, de la surreprésentation des Blancs sur les écrans de télévision. Voilà, c'est une autre manière de poser la question de la blanchité. Mais il y a Harry Roselmack. Oui, mais il y a aujourd'hui, en fait, selon le dernier baromètre du CSA, il y a 10% de non-blancs sur les écrans français, les écrans de télévision. C'est très peu. Néanmoins, on a du mal à dire s'il s'agit ou non d'une sous-représentation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a 10%
de personnes qui s'identifieraient comme non-blancs dans la société française, on ne peut pas le dire puisque nous ne disposons pas de points de comparaison, puisque les statistiques, alors qu'ils sont appelés par certains statistiques ethno-raciales, ils sont appelés par d'autres statistiques de la diversité, sont actuellement interdites en France depuis 1978 et la loi relative à l'informatique et aux libertés. Évidemment dans un esprit de protection hein, des citoyens. Néanmoins, depuis les années 80, il y a un certain nombre de démographes qui ont appelé au développement de telles statistiques. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que, contrairement aux États-Unis, où vous voyez, on a une facilité en France à parler du racisme institutionnel tel qu'il s'exprime aux États-Unis, mais parce qu'on a des données chiffrées. En France, on ne sait pas, par exemple, quelle est la part de non-blancs parmi les personnes au chômage. On ne le sait pas. On ne sait pas quelle est l'articulation entre l'origine et la trajectoire professionnelle. On ne sait pas si, aux États-Unis, on sait par exemple qu'être noir multiplie par 3 les chances de vivre sous le seuil de pauvreté. On le sait, voilà, très précisément. En France, on ne sait pas. Donc c'est-à-dire qu'y compris les diagnostics les plus élémentaires ne peuvent pas être faits, ce qui constitue pour un certain nombre de démographes, je pense à Patrick Simon par exemple, voilà, cela nous empêche de mener une politique de lutte contre les discriminations qui soit cohérente et ciblée, et qui articule eh bien, la question des inégalités sociales et les questions des rapports sociaux de race. On est en fait dans une histoire, enfin, dans un rapport de force, un rapport de pouvoir, qui en plus est déséquilibré du point de vue de sa visibilité, puisqu'on n'a aucune donnée chiffrée, aucun moyen de mesurer à quel point justement il y a domination. Tout à fait. C'est vrai qu'on est vraiment dans un paradoxe. C'est-à-dire comme il y a l'universel républicain et c'est grâce à l'universel qu'on va combattre les discriminations, etc. Donc on va refuser de prendre en compte la race, l'origine, etc. Mais du coup c'est au sein même de la République que ça va se reproduire, se manifester, parce que vu qu'on n'a pas les données chiffrées, on ne peut pas les combattre, on peut pas même juridiquement, on ne peut pas mettre en place des mesures pour combattre ce qu'on appelle les discriminations indirectes ou systémiques qui sont normalement condamnées, en tout cas en Europe. Etc. Donc, et en plus, ce qui est paradoxal, c'est que vu qu'on est dans un pays où on est censé ne pas voir la race, pourquoi les minorités ethno-raciales, enfin en tout cas les non-blancs de nationalité française, à chaque fois qu'ils sont désignés dans les médias, c'est toujours par des termes qui vont marquer la race, c'est-à-dire les jeunes des banlieues, les personnes issues de l'immigration, etc. etc. C'est-à-dire qu'on va toujours marquer cet attribut-là et qui souligne bien qu'en tout cas, il y a des citoyens français qui sont plus citoyens que les autres. Mais des organismes comme l'Égide et compagnie, ils travaillent justement sur ces notions-là, enfin, la discrimination, non pas c'est pas l'Égide, c'est quoi cet organisme? La HALD, voilà. Alors la HALD a été démantelée. Ouais. Mais justement, elle travaille quand même là-dessus. Alors si je puis me permettre, le problème de la HALD, c'est que c'est toujours, eux, ils ont été aussi constitués pour, quelque part, pour réunir des preuves face à la justice, pour prouver que, en tout cas, la personne qui a été discriminée a été discriminée. Mais sauf que là, on peut juste condamner les discriminations directes. C'est-à-dire qu'en gros, les victimes de propos racistes, de propos clairement racistes ou des discriminations clairement visibles comme étant des discriminations du racisme, etc. Tout ce qui est discrimination structurelle, systémique, qui ne se voit pas, enfin en tout cas qui sont beaucoup plus insidieuses, etc. La HALD, elle ne peut rien faire, elle n'a aucun moyen, enfin en tout cas à l'époque quand elle existait encore, elle avait, en tout cas elle ne pouvait pas combattre ce type de discrimination. C'était à chaque fois les discriminations directes, donc les discriminations qui se voyaient comme étant des discriminations. Comment s'articulent un peu ces notions? Parce que là on découvre un peu ce qu'est la blanchité pour certains, on essaie de comprendre un peu ce que vous avancez comme argument, mais voilà, on a la question de genre, on a la question de race, la question de classe. Comment on articule ces trois notions? Parce que finalement, est-ce que c'est en concurrence ou en complément et à quel niveau? C'est une grande question. Non, mais c'est une question difficile en fait. Il y a maintenant toute une série de travaux qui s'intéressent justement à aborder ces trois notions ensemble. Alors trois qu'on pourrait multiplier à l'infini en réalité, puisque nous on va parler plutôt de la question de la classe sociale, la question du genre, la question de la race. En réalité, on pourrait aussi prendre en question justement ce
qu'on a fait au début de ce débat, la question de la sexualité, puisqu'on voit d'emblée, par exemple, sur le mariage pour tous, il y a une imbrication évidente entre la question de la sexualité et la question de la différence des sexes, ici dans un débat public qui porte sur la question du mariage pour tous et en même temps qui réactive une différence des sexes ou des argumentations qui viennent finalement réactiver une différence des sexes très forte, une division du travail très forte. Les courants de recherche, depuis une vingtaine d'années, sur ce qu'on appelle l'intersectionnalité, vont justement tenter de prendre en considération ces trois éléments principaux, mais d'autres aussi, donc classe, race, genre, pour les articuler ensemble, et vont nous dire en gros qu'on ne peut pas considérer en fait qu'un rapport social aurait le primat sur les autres rapports sociaux. Autrement dit, l'une des, je vais mettre des gros guillemets, l'une des erreurs qu'on pourrait faire, c'est de penser, par exemple, que dans une situation de discrimination quelconque, ou alors, non, pour le dire autrement, pour penser, par exemple, que la discrimination par justement le sexe, le fait d'être une femme, soit une discrimination, soit un facteur de discrimination plus fort que d'autres facteurs de discrimination. Autrement dit, et c'est notamment des travaux de féministes noires américaines qui ont amené ça en partie dans le débat public anglo-saxon au départ, ces féministes noires américaines ont mis en premier lieu en avant le fait que les oppressions vécues, elles, en tant que femmes noires, parfois lesbiennes, n'étaient pas uniquement des oppressions par leur genre, le fait qu'elles étaient femmes, mais aussi en tant que femmes noires, donc par leur race, c'était des oppressions racistes, mais aussi en tant que femmes noires issues de classes populaires, donc des oppressions qu'on va dire aussi classistes. Alors ce constat a amené à une forme de critique de la part des féministes noires américaines, critique aussi du combat féministe qui s'était mis en place dans les années 70, combat féministe dont on a dit aussi qu'il était un combat notamment mené par des femmes blanches de classe moyenne et qui finalement œuvrait principalement pour, ou mettait en scène même une figure de la féminité qui était une femme blanche plutôt et de milieu relativement moyen ou aisé, on va dire. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, effectivement, on peut commencer à réfléchir à considérer ces trois rapports sociaux ou d'autres, encore une fois, dans la manière dont se construisent les représentations médiatiques, dont on construit aussi notre propre identité. On peut se dire qu'effectivement, on ne se construit pas uniquement en tant que femme, mais on se construit, par exemple, en tant que femme blanche, en tant que femme lesbienne, en tant que femme de telle classe ou telle autre classe. Ce qui est très compliqué, c'est évidemment dans l'analyse même des débats publics de les prendre en considération et de voir comment ils s'imbriquent. Ce qui est intéressant, c'est de décloisonner, de se dire, bon, oui, dans les séries télé, il y a des questions de genre, mais ces questions de genre s'associent à des questions de classe sociale et il est sans doute intéressant d'associer les deux pour pouvoir produire une analyse peut-être un peu plus complexe qui ne réduise pas justement le regard à une question homme-femme, par exemple, ou à une différence homme-femme. Après, comment ils s'articulent, ça, on va dire qu'ils se coproduisent mutuellement. Voilà. Dans l'analyse, ça veut dire beaucoup de choses, on va dire. Marion, on a donné un bel exemple tout à l'heure, c'est finalement le fait qu'il y ait des phénomènes d'ethno-racialisation qui passent aussi par la production de figures repoussoires d'un point de vue genré. Donc là, on a un bel exemple d'imbrication, en fait, et pour lesquels il serait sans doute inopportun de dissocier les deux rapports sociaux. Oui, si tu voulais. Oui, non, mais je voulais juste répondre aussi sur cette question de la classe, parce que c'est une question importante. Puis c'est vrai qu'en France, on a beaucoup tendance aussi, en référence à l'héritage marxiste, à penser que la classe est finalement le primat et qu'on devrait effectivement penser toute analyse à partir de la classe et que le reste suit. C'est un peu la thèse marxiste du front secondaire, que la question des femmes ou la question du racisme seraient des questions secondes qui finalement se résoudraient dans la fin du capitalisme. Moi, je pense que cette position aujourd'hui est difficilement tenable, d'abord parce que c'est une position qui tend à homogénéiser la classe, à faire comme si la classe elle-même, ou les classes sociales elles-mêmes, n'étaient pas déjà fragmentées par d'autres formes de division, et notamment par des infradivisions du travail. Donc si on se centre vraiment sur cette notion de rapport social, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des axes de différenciation,
par lesquels s'organise la division du travail. Donc, la classe, le genre, la race, puisqu'il y a aussi des formes de division raciale du travail. Si on entre par là, on voit bien que la position au sein des rapports de genre ou la position au sein des rapports de race a des effets matériels, a des effets dans la place qu'on va occuper par rapport à la possibilité de posséder ou non les moyens de production, la possibilité d'être ou non propriétaire et de quel type de patrimoine, la possibilité d'occuper telle ou telle fonction dans le système de production. Donc je pense qu'il y a évidemment un point de vue matérialiste, et je ne suis pas le seul à penser, il y a un féminisme matérialiste qui a une histoire très forte et très longue en France. Il y a aussi une réflexion sur le racisme et ses conséquences matérielles qui est très forte en France. Je pense à un ouvrage très intéressant qui s'appelle « Race et capitalisme » qui vient de paraître chez Sileps. Voilà, donc voilà, c'est pour répondre sur cette thèse marxiste du front secondaire. Il n'y a pas de front secondaire. Ces trois fronts se constituent et la division du travail est faite de ces différents axes de différenciation. Pour revenir un peu sur la place de la femme dans les médias et notamment de la femme politique, on va dire, dans les médias, on a quand même, avec les histoires de mariage pour tous, etc., dans cette actualité du moment, on a d'un côté Brigitte Bardot et Christine Boudin, et de l'autre on a les Femen, en vis-à-vis, je dirais presque. Alors je ne dis pas qu'il faut que chacune... bref, en tout cas, ça pose quand même une question de la représentation de la femme, de ces deux extrêmes, enfin en tout cas de deux images un peu iconiques, qui sont quand même aussi, qui posent aussi une question, parce que c'est vrai que la femme politique en elle-même, enfin, je me souviens par exemple, à chaque fois qu'on parle de Martine Aubry par exemple, on dit ouais mais c'est un mec, ouais c'est Martine Aubry, mais bon c'est un mec, enfin, il faut forcément que comme elle a une position dominante, enfin en tout cas une position politique importante, forcément elle n'est pas complètement femme. C'est un peu ce qu'on disait d'un homo dans les séries télé, qui n'est pas forcément complètement homme. Alors, les études, oui, sur la représentation des femmes politiques, elles mettent en avant que déjà les femmes politiques, quand elles sont médiatisées, contrairement aux hommes, elles vont toujours être décrites en fonction de leur rôle de mère et d'épouse, et en gros, elles vont pouvoir faire de la politique si elles sont avant tout des mères et des bonnes épouses. Et une des manières de les disqualifier, c'est notamment de les masculiniser. Et donc il y a Martine Aubry, mais il y avait aussi Marine Le Pen à une époque où justement une des manières de les disqualifier dans le discours journalistique, c'était de la décrire en la masculinisant, et que finalement c'était toutes ces normes de féminité, c'était que la femme politique est avant tout une femme, qu'un homme politique, non, c'est différent, mais la femme politique doit être avant tout une femme. Alors après, moi c'est pas un sujet que je connais, mais par contre plus les Femen avec Nelly, nous sommes en train de travailler dessus actuellement, et c'est vrai que les Femen, elles posent plutôt question sur les formes de féminisme, en fait, quel discours féministe est entendable aujourd'hui dans la sphère publique. Et c'est vrai que les Femen, et comme Ni Putes Ni Soumis, c'est des mouvements qui à un moment donné ont une reconnaissance sociale et médiatique qui sont énormes. Et donc ça peut poser question, pourquoi ces mouvements-là, au détriment d'autres, alors qu'il en existe plein. Alors, en fait, les Femen, elles sont donc déjà, elles ne remettent pas du tout en cause les normes de genre. Et même, voilà, elles ont un corps parfait, elles sont épilées, elles sont blanches, elles ont les cheveux longs, enfin vraiment, elles sont jeunes, enfin, elles ont des normes de féminité, elles ne les remettent pas du tout en cause. Et en plus, en matière d'ennemis qu'elles désignent, ça va toujours être un autre disqualifié socialement. C'est-à-dire que ça va être le musulman, le chrétien intégriste, ça va être les violeurs, enfin elles étaient mobilisées par un procès sur les viols collectifs et aussi contre DSK, mais ça va être déjà un autre qui est disqualifié. Donc du coup, elles ne remettent pas du tout en cause les rapports sociaux de genre, en tout cas dans la société. Et en plus, implicitement, elles mettent, dans les articles qu'on peut lire, c'est que les membres blancs de la nation, ils sont vraiment mis en scène comme étant les porteurs de la cause de l'antisexisme. Donc ils sont, en tout cas les hommes blancs, ils sont jamais mis en cause comme pouvant participer à des formes de discrimination, etc. Et je vois Ni Putes Ni Soumises, c'était pareil. C'est-à-dire que la médiatisation de Ni Putes Ni Soumises, c'était vraiment pour dire l'autre sexiste, c'est un non blanc. Et d'ailleurs, au sein de la médiatisation, il y avait eu, elles ont été opposées dans les journaux et dans les JT par
un stéréotype qui s'appelle, enfin, j'ai appelé moi la féministe blanche, qui était décrite donc comme étant vieille, moche, frustrée, et qui n'avait plus rien à revendiquer parce qu'en France, évidemment, l'égalité homme-femme existe. Et en fait, dans les médias, le modèle d'émancipation, c'est la femme blanche. Et en tout cas, c'est comme si les femmes blanches avaient déjà atteint, depuis les années 70, l'égalité de genre, et que du coup, elles n'avaient plus rien à revendiquer. Et donc, les femmes, elles entrent aussi dans ces schèmes. Enfin, voilà, elles ont un discours entendable, en tout cas, en matière de féminisme, parce qu'elles ne remettent pas en cause enfin, voilà, les questions. Oui, il y a des formes de... il y a des formes aussi, il y a une formulation, je pense, avec les femmes mise en forme du débat public qui est assez intéressant ici. Moi, je fais le parallèle, enfin, qui n'est pas nécessairement attendu, mais je fais un peu le parallèle entre ce qui se passe du côté des humoristes contemporains, qui sont beaucoup sur des formes de réactivité immédiate à un agenda médiatique et politique donné, dans les matinales notamment d'information, où on voit tous les jours, alors ça a été Stéphane Guillon à un moment donné, par exemple, sur France Inter, qui faisait ses portraits tous les matins, ou ses commentaires tous les matins. C'est aujourd'hui Sophia Aram qui fait ses petits sketchs tous les matins pour réagir à l'actualité, ou à un invité, faire le portrait d'un invité qui est présent sur le plateau. Et finalement, paradoxalement aussi, enfin ce n'est pas si paradoxal que ça aussi, finalement les femmes, avec leur forme d'action qui se base principalement sur une réaction en fait à des événements en train de se faire, vont adopter finalement un mode de positionnement dans le débat public qui est celui de effectivement se positionner par rapport à quelque chose d'existant, c'est-à-dire un agenda médiatique et politique donné. Alors, en surréagissant, on est ici sur un surlignage finalement, un surlignage des effets, d'éléments potentiellement problématiques, avec ce que ça peut avoir d'intéressant, c'est potentiellement il y a des choses à révéler ou à contredire dans le débat public existant, mais néanmoins il y a ce risque aussi à un moment donné de ne plus produire nécessairement de lecture vraiment alternative. Et la question qui se pose par rapport à tout ça, c'est d'où vient finalement cette réaction immédiate, mais si on réagit simplement, finalement la personne qui désigne ou qui réagit à cet agenda politique n'est pas nécessairement amenée à se positionner très clairement. Et les femmes, on voit un petit peu cet élément un peu paradoxal, c'est on a un discours qui finalement n'est pas si clair au départ, qui se met en forme petit à petit à force d'agir. Et le problème, c'est qu'il faut voir aussi dans ces modes d'action la production quand même d'idéologie, parce qu'il y a de l'idéologie chez les femmes. Mais elle ne passe pas par un discours écrit d'emblée, on n'est pas sur un féminisme classique qui écrit et qui ensuite va manifester, on est sur un féminisme qui produit de l'idéologie dans l'action et dans le ciblage. Et c'est là que ça devient problématique, parce que dans l'ensemble de ces cibles, il y a quand même des cibles qui sont hyper marquées, et pour le coup, il y a des cibles religieuses qui sont potentiellement problématiques, et effectivement, une certaine obsession avec la religion musulmane, alors aussi chrétienne, bien sûr, les cathos, les femmes n'aiment pas tellement les cathos non plus, mais bon, il y a quand même des formes de récurrence qui peuvent devenir problématiques à la fin. Et c'est comme d'ailleurs Ni pute ni soumise qui était contrainte elles utilisaient après qu'elles étaient médiatisées au départ, et en fait, en gros, elles ont explosé en mars 2003, et le gouvernement avait répondu à leur cause première, en tout cas en mettant en place des mesures, etc. Donc du coup, pour rester visible dans l'espace public, on était en 2003-2004, à l'époque, il y avait le débat public sur le voile, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le port du voile à l'école, et donc Fadela Amara et l'équipe de Ni pute ni soumise étaient contre la mise en place d'une loi réaffirmant le principe de laïcité. Et c'est vrai, quand on regarde la médiatisation de Ni pute ni soumise, c'est qu'elle baisse progressivement après mars 2003, c'est-à-dire quitte jusqu'à s'effondrer en octobre 2003. Et Amara, elle va signer en décembre 2003 l'appel paru, il y a un appel qui est paru dans le magazine Elle, qui demandait à Jacques Chirac que justement une nouvelle loi soit créée. Et en gros, Ni pute ni soumise, du jour au lendemain, a changé complètement de position sur le voile et est devenu le défenseur de l'interdiction du voile et a complètement modifié son identité. Et là, la médiatisation a vraiment explosé. Parce qu'à un moment donné, dans l'espace public, aussi, les journalistes, en tout cas, c'était vraiment pro-voile à cette époque, et les journalistes étaient vraiment dans une défense, en tout cas, il fallait que la loi soit votée. Et elles sont entrées dans des contraintes pour continuer à être visibles, et voilà, et c'est vrai qu'on voit fort le lien entre position et visibilité médiatique. Et ça, on le voit aussi avec les femmes. C'est-à-dire que
c'est un ennemi, voilà, quand elles désignent le musulman, elles explosent la médiatisation parce que c'est une manière aussi de rentrer dans des stéréotypes du musulman qui soumet les femmes, etc. On entre encore dans des schémas de représentation des minorités ethno-raciales, en train de dire, voilà, les hommes non blancs, ils sont forcément musulmans et ils sont sexistes. Et ça entre encore dans ces schémas. Après, bon, les femmes, c'est pas uniquement le discours, c'est aussi montrer leur sein. Et quelque part, il y a le fait d'être objet, quelque part. Enfin, on vient objet politique, mais c'est le corps objet de la femme qui est utilisé. C'est pas uniquement le discours, c'est aussi faire de l'image, quoi. Ah oui, c'est de la performance. Ouais, c'est de la performance. Exactement, on est clairement sur la performance. Avec tout ce que ça a d'ambivalent, après, j'ai envie de dire, elle se situe dans un mouvement. L'imagerie des seins nus, c'est une imagerie qui est connue, qui a été appropriée des vieux mouvements féministes. Il y avait déjà l'idée de mettre ces seins nus. L'idée des seins nus, quelque part, c'est toujours un petit peu à double tranchant. Elles en ont fait un moyen d'attirer les médias sans doute. La question qui se pose, c'est évidemment, est-ce qu'on ne réactive pas finalement un certain regard masculin sur un corps sexualisé à force de montrer ses seins nus. Moi, j'aurais tendance à avoir cette position-là. En même temps, il y a aussi toujours cette ambivalence, on pourrait dire d'une manière totalement haute, c'est-à-dire de voir effectivement dans la mise à nu des seins, pour le coup, une forme de libération et une revendication de libération, ce que les féminines, de fait, défendraient sans doute comme type de discours. Donc là, on est sur une imagerie qui est très ambivalente. Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir pourquoi c'est utilisé. Enfin, nous, je pense que est-ce que les seins nus, c'est vraiment le cœur du problème autour des féminines? Peut-être pas tant que ça. Ça participe sans doute à leur médiatisation. Ce qui est plus important, c'est à mon sens, véritablement, quelles sont leurs cibles et comment elles vont utiliser finalement la médiatisation dont elles vont faire l'objet à partir de ce type de performance-là. Et je pense que c'est sur ça qu'on a peut-être plus de choses à dire. Oui, moi je voudrais bien réagir là sur les fémènes, parce que moi, ce qui me paraît intéressant aussi avec la semi-nudité des fémènes, c'est qu'elle réactive aussi dit choc des civilisations. C'est-à-dire qu'elles opposent justement la femme blanche, libérée, donc pouvant se balader seins nus, contre la femme musulmane portant le voile, portant le hijab ou la burqa, ou etc. Je me souviens de cette action... je crois que c'était près de la Tour Eiffel, où donc elles étaient seins nus avec marqué Muslim Women Get Naked. Donc ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a cette idée que la libération est du côté d'une certaine conception de la pudeur, d'une certaine conception du vêtement, et qu'on dénie à d'autres conceptions de ce qu'est la pudeur, de ce qu'est l'identité féminine, etc., de pouvoir incarner aussi des formes de libération. Donc il y a une manière d'aplatir complètement la question du voile, de le réduire à une signification unique. Nous sommes libres, vous êtes oppressés, simplement mis en action au travers de ces vêtements. Et ce qu'on voit exprimé aussi sous d'autres formes, c'est-à-dire à la fois lorsque... alors je crois que c'est la leader des Femen qui a déclaré dans The Guardian, le journal britannique, notre objectif, donc je cite les Femen, notre objectif est d'éradiquer la mentalité arabe. Ce par quoi, avec ce terme mentalité arabe, elle désignait l'oppression des femmes. On voit bien effectivement quel type de réduction idéologique est opérée. Et puis d'autre part, cette action qui, à mon sens, relève de l'incitation à la haine raciale, je ne sais pas comment dire autrement, où a été brûlé un drapeau salafiste devant la grande mosquée de Paris. Voilà, ce qui est quand même quelque chose qu'on voit assez rarement dans notre pays. Oui, en dehors de ça, c'est vrai qu'en plus, elle réactive en étant si médiatisée que ça, c'est-à-dire que comme si la seule manière de s'émanciper en tant que femme, c'était c'est toujours dans l'objet sexuel, par la séduction, etc. Parce qu'elles s'érotisent, et même quand on regarde les photos du début du mouvement à maintenant, on sent qu'elles aussi, elles font attention à leur corps, elles se mettent en scène, mais aussi en répondant à des normes de féminité, c'est-à-dire elles perdent du poids, elles ont des coiffures, elles se maquillent, etc. Donc il y a une vraie réactivation des normes de genre, et sans les remettre en cause. Bon, et une hétérosexualité. Ah oui, hétérosexualité. On est aussi sur une féminité très hétérosexuelle. La question de la sexualité est posée dans le débat. Et si on passe au tamis, ce genre de féminisme au tamis de la série télé, c'est quoi la place du féminisme dans la série télé?
Parce que j'imagine que c'est... Qu'y en a-t-il? Oui, non, c'est marrant. Parce qu'on a quand même des figures, on a quand même des figures comme ça très féminines, qui sont procureurs, qui sont avocates, qui sont fées, enfin, je sais plus, Mimati, elle fait quoi? Elle est ange Elle est ange gardien. Mais je crois qu'elle est peut-être naine avant d'être femme, non? Dans comment elle est mise. Ouais. Excuse-moi de dire ça, mais en tout cas, Elle n'est pas du tout sexualisée. Ouais, voilà, oui, non, ça, c'est sûr. Voilà, elle est célibataire. Ouais, ça, c'est sûr. Bah, elle est un ange, hein, de toute Oui, façon. c'est un Donc, ange. les anges n'ont pas de sexe. Hein. Voilà. Donc, Mimati, mais souvent, de toute façon, les physiques un peu hors normes, hein, entre guillemets, bien sûr, dans les héroïnes, elles sont rarement sexualisées. Dominique, sœur-thérèse.com. Après, oui. c'est une bonne sœur, mais Dominique Lavallois, elle a plus de kilomètres au compteur, entre guillemets, que Julie Espoir à ses débuts. Donc, c'est une façon de dire, bon, ouais, on a des héroïnes de 50 ans, etc. Elles sont moins dans le circuit du désir et de la masculinité que des héroïnes plus jeunes. Après, pour la question du féminisme, il y a deux. On va avoir l'image, hein, le stéréotype dont tu parles, hein, la féministe, qui a fait. Donc c'est des personnages aujourd'hui qui ont 50, 60 ans, qui ont fait mai 68, et c'est la de. Mais il ne faut pas se marier, etc. Donc mais c'est une vision très stéréotypée d'un féminisme qui n'aurait plus lieu d'être puisque l'égalité est intégrée. Et sinon, le féminisme, ça passe par des revendications domestiques. Enfin, c'est l'exemple type, hein, dont fait passer la dernière saison, c'est le badage. C'est mon mari ne nettoie pas les toilettes, on doit se libérer, et donc On n'a pas compris ce que vous avez dit. Alors, l'articulation. Oui, voilà. D'accord, excusez-moi. Alors, c'est que dans la série Fais pas ci, fais pas ça, il y a une femme qui rentre du Québec où elle dit qu'elle veut importer le féminisme, réimporter le féminisme en France. Et elle dit que l'exemple type, c'est son mari qui ne nettoie pas les toilettes. Et elle dit, et ses filles se mettent avec elle et disent, ah mais oui, nous ne devons pas être assignés aux tâches domestiques, etc. Et donc c'est une façon de dire que le féminisme, ça passe juste dans la domesticité, que le débat ne va pas au-delà d'un simple partage des tâches qui serait sexué et que la revendication, elle passe par là. Et c'est souvent, les séries télé, elles exploitent ça, mais c'est une façon au final de dénigrer le discours du féminisme. C'est une série qui passe sur quelle chaîne? Sur France 2, depuis 2007. Dans Fais pas ci, fais pas ça, il y a aussi l'exemple contraire de la mère qui va travailler et qui laisse la totalité des tâches ménagères de la maison à son mari qui travaille à la maison. Oui, mais alors en fait, ce mari-là, c'est le modèle qu'ils essayent de vendre dans la première saison, effectivement, du père au foyer. Et très vite, il dit, mais moi, j'en peux plus d'être père au foyer, j'en ai marre de faire les courses, je ne suis pas reconnu comme tel, je fais des crises d'autorité. Et au final, il se réinvestit dans un rôle... ce modèle-là, il ne perdure pas dans la série. Mais Sur 5 saisons, il disparaît complètement. Mais la mère, elle reste quand même super attachée à son travail. Et, Oui. Et en fait, elle est moins investie peut-être dans la maison, enfin, c'est tourné... En fait, c'est assez ambivalent parce que le personnage de Valérie, justement, qui est vendu comme la femme active, en fait, toutes les scènes où elle est au travail, tout ce qu'elle fait, c'est parler de ses enfants à ses collègues. Elle est au travail et elle surveille la babysitter sur son ordinateur, elle appelle sa fille, elle dit t'es allée chercher les enfants à l'école, et en fait, on nous vend la femme qui est active, hein, vraiment la mère de famille qui travaille, qui dit je ne rate rien dans la vie de mes enfants, même en travaillant parce que je m'épanouis. Mais en fait, contrairement à l'autre, au pendant Renaud Lepic, qui quand il travaille, il est en réunion. Elle, quand elle travaille, elle parle de ses enfants. Comme si c'était une préoccupation qui arrivait jusque dans le... Mais c'est compliqué, on n'a pas, les discours ne sont pas tout blanc ou tout noir, hein, enfin, entre guillemets. C'est très ambivalent, on est toujours dans des allers-retours entre... Oui, on a un homme au foyer, et puis, oui, mais l'homme au foyer, il se réaffirme, il dit quand même, je suis l'homme à la maison, c'est à moi de faire régner l'autorité, etc. Donc, sans cesse, on rediscute, on renégocie constamment. Et en plus, sur la durée, hein, la série, là, on a 60 épisodes. Donc, sur 60 épisodes, on a vraiment le temps de faire des allers-retours sur les modèles. Est-ce que vous envisagez les scénaristes dans les séries dont vous parlez là? Est-ce Alors, que vous parlez des scénaristes qui construisent tout cela? Des hommes, des femmes, il y a des panels, il y a des parités? Vous savez pas?
Je pense que c'est assez mixte, hein. C'est des métiers où on a des hommes, pas ceux que je connais, moi je connais des scénaristes hommes et femmes, et quand je vois bien défiler les noms des scénaristes, il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Après je n'ai pas les taux, les statistiques. Le problème de tout ça, c'est qu'il y a une multiplication des personnes qui interviennent sur la création de fiction, notamment. C'est-à-dire qu'on va avoir quelqu'un qui va dire « j'ai l'idée de la série » et qui va la vendre. Après, on va leur dire « ah oui, bon, vous avez créé ce concept, mais ce n'est pas forcément ces gens-là qui vont écrire la série ». On va demander à des scénaristes d'écrire les dialogues, tandis que d'autres écriront les arches narratives. Après, on va avoir un directeur de collection qui va dire « cette semaine, on va travailler telle intrigue » ou qui va proposer une intrigue. Après, tout ça, ça va être écrit, ça va partir du côté du producteur. Ça va repasser chez le diffuseur, qui va dire « ah mais oui », et chacun va dire « ah non, mais ça passera jamais », ou « ce personnage-là, il est trop comme ci, il est trop original », ou et en fait, cette superposition de filtres fait que ça produit un effet de lissage, ce qui fait qu'on a une impression d'uniformité et de réduction du propos politique des séries, puisque l'objectif, ça reste quand même, pour les séries françaises, c'est de faire l'audience, donc de fédérer, donc d'avoir un public le plus large possible. Et eux, ils ont toujours l'image de la ménagère de moins de 50 ans. Et ça, en plus, les scénaristes ont eux-mêmes intégré des filtres, enfin, intégré ces contraintes dans leur écriture. S'ils écrivent pour TF1 ou s'ils écrivent pour Canal+, ils ne se donneront pas la même liberté, à tort ou à raison. Mais c'est dans leurs contraintes professionnelles de se dire « ah oui, mais si j'ose ça, TF1 n'en voudra jamais. Or, TF1, c'est ce qui fait manger. » Donc, je le dis un peu, mais ils le disent un peu comme ça, les scénaristes eux-mêmes. Et donc, quand on a la multiplication de ces intervenants, ça fait qu'au final, c'est compliqué de faire des choses plus novatrices parce qu'on veut faire l'audience. C'est vrai qu'on peut relier cette question à la question de l'accès à l'espace public, l'accès aux médias, l'accès à la parole des minorités. Enfin, je pense que là, on est pour le moment dedans. Qu'est-ce qui écrit les scénarios, mais qu'est-ce qui fait les journaux, qui sont les journalistes, qui sont les... Et c'est vrai que je ne sais pas si vous travaillez aussi, vous travaillez sur le contenu, mais est-ce que vous travaillez sur ceux qui produisent ces contenus? Alors moi, dans ma thèse, j'avais interviewé des journalistes, parce que j'ai travaillé sur les mouvements sociaux représentant les minorités ethno-raciales, et donc l'idée c'était de voir les membres des mouvements sociaux et aussi les journalistes qui ont suivi les mouvements sociaux. Et moi, ce que j'ai repéré, notamment, j'ai travaillé sur un mouvement, les Indigènes de la République, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mouvement qui a été créé en janvier 2005, et quand ils ont émergé, c'était de dénoncer donc les discriminations dont souffraient les personnes issues de l'immigration postcoloniale, et en gros, ils ont dit que s'il y avait discrimination, c'était dû à l'idéologie coloniale qui perdurait dans la société française. Et en fait, moi, quand j'ai rencontré les journalistes qui avaient... Parce que le mouvement, il a été très peu médiatisé, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été médiatisé dans les JT. Il a juste eu 2 brèves en images sur TF1. Et sinon, globalement, il a été surtout médiatisé dans le monde. Et à chaque fois qu'ils ont été médiatisés, ils ont été complètement altérisés, c'est-à-dire qu'ils ont été construits comme islamo-gauchistes. Ça me fait penser du coup, parce que Figaro, quand ils médiatisent des gens de gauche dans Figaro, ils sont toujours avec l'islam, ils sont toujours construits comme islamo-gauchistes. Et ils ont été vraiment construits comme antisémites, islamo-gauchistes, etc. Donc ils ont eu des qualificatifs, c'est qu'on leur a une identité publique qui les a complètement disqualifiés. En tout cas, ils ne pouvaient plus parler. D'ailleurs, ils n'ont jamais été interviewés, ils n'ont jamais eu le droit à la parole, sauf qu'ils ont eu une tribune dans le monde. Mais en gros, c'est d'autres personnes qui étaient invitées à parler sur eux. Donc par contre, des figures aussi des non-blancs qui ont la légitimité d'intervenir dans la sphère publique. Donc on a eu Fadela Amara, on a eu les présidents d'SOS Racisme, etc. Mais qui, eux, prônent un discours républicain qui ne remet jamais en cause vraiment en tout cas les rapports sociaux de race. Et quand j'ai rencontré les journalistes, en fait, eux, ils se sont vraiment positionnés en disant « Moi, en tant que Français, comment quelqu'un peut me dire que je puisse être discriminant alors que je suis pour l'égalité, la liberté, que je suis républicain? C'est pas possible. » En gros, les indigènes, comme ils tenaient un discours qui mettait en cause, en tout cas tout le monde, enfin la société française dans son ensemble, comme étant participant à des formes collectives de racisme structurel, etc., eh ben, c'était vraiment un discours qui n'était pas entendable par les journalistes, parce qu'eux-mêmes, en tant que Français, ils ne pouvaient pas se reconnaître dans ce type de discours. Et généralement, les discours antiracistes qui émergent dans la sphère publique, et les mouvements antiracistes qui émergent dans la sphère publique, donc du type SOS Racisme, la marche pour l'égalité contre le racisme de 83,
À chaque fois, quand on parlait des ennemis tout à l'heure avec les Femen, c'est toujours des autres clairement racistes, c'est-à-dire c'est les électeurs du Front National. En 83, c'était aussi les policiers qui faisaient des bavures policières, etc. Donc des individus clairement racistes, disqualifiés socialement. Et je vois, parce que j'avais aussi étudié la médiatisation de la marche pour l'égalité contre le racisme, c'est qu'à l'intérieur, vraiment, les citoyens blancs, en tout cas les Français collectivement, étaient mis en scène comme étant les porteurs de la cause de l'antiracisme. Donc il y a vraiment dans le discours public, le Français, il est mis en scène comme étant le porteur de l'antisexisme et de l'antiracisme. Donc il ne peut pas du tout se penser comme pouvant participer à des formes de discrimination, c'est vraiment impossible. Ça rentre en conflit avec l'identité nationale, qui est une identité républicaine, etc. Et on est d'ailleurs sur des... Quand on parlait de coproduction des questions de classe, de genre et tout ça, c'est qu'aussi la question de la nationalité, tout ça se reproduit. C'est-à-dire qu'en tant que blanc, on est construit comme étant égalitaire, donc comme étant républicain. Enfin, tout ça est imbriqué et tout ça est très complexe. Et généralement, ceux qui ont le droit à la parole publique en tant que non-blanc, c'est pour affirmer l'identité blanche comme modèle. Donc Fadela Amara, elle, quand elle intervient dans les médias, c'est pour dire « je veux que les femmes des quartiers puissent vivre comme les citoyennes françaises blanches ». Donc elle est invitée pour parler de ça, et ils remettent jamais en cause l'identité blanche, les discriminations ethno-raciales, etc. C'est vraiment un discours très très convenu. Enfin, en tout cas, moi, dans ce que j'ai vu... Moi, je vais rebondir sur ce que dit Marion, parce qu'en même temps, il y a, au-delà même de l'accès ou d'une certaine forme de visibilité, la question même de la visibilité, on va dire, dans l'espace médiatique n'est pas si simple. Il y a des groupes qui peuvent être visibles et qui, en même temps, vont se retrouver dans des situations, on va dire, tellement contraignantes une fois qu'elles ont accès aux médias, que leur parole va être d'emblée disqualifiée, ou en tout cas va être d'emblée rejetée comme non entendable. Alors je pense à des exemples assez précis, c'est assez visible notamment à la télévision, on pourrait faire la même analyse évidemment dans la presse ou à la radio, mais à la télévision on se retrouve des fois avec des situations, notamment dans des plateaux, sur des plateaux de débat en fait, où une personne va intervenir, mais va se retrouver dans une telle situation que sa parole ne va pas finalement être auréolée de la même puissance ou de la même autorité que les autres personnes sur le plateau. Les très bons exemples à cet égard, c'est le débat notamment sur le voile intégral. Et on sait que pendant les débats sur le voile en France, dans les années 2000, on avait reproché aux médias d'avoir peu interviewé de femmes voilées. Donc quand il y a eu la question d'interdiction sous Sarkozy, l'interdiction du voile intégral dans la rue, si je ne me trompe pas, il y a eu dans les médias quelques tentatives d'inviter des personnes complètement voilées. Des femmes complètement voilées sur les plateaux de télévision. Et je me souviens de deux exemples. Il y en avait un, c'était chez Ardisson, dans Salut les Terriens. Et un autre, c'était chez Durand, sur une émission de plateau, je ne me souviens plus le nom, c'était il y a 2-3 ans. Et c'était, chaque fois, les deux exemples étaient extrêmement intéressants et extrêmement perturbants aussi. L'émission d'Ardisson, je me souviens que je suis tombée sur l'émission vraiment par hasard, et tout d'un coup, j'écoute le débat qui a lieu, je me rends compte que ça a trait effectivement à la question du voile intégral, et je regarde mon écran et je vois en gros plan une femme complètement voilée, donc des pieds à la tête. Je me dis, tiens, c'est assez peu courant dans une émission de plateau de voir une femme complètement voilée. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'elle était seule avec Ardisson face à Jean-François Copé, et qu'elle avait 18 ans, que c'était une personne lambda, une personne ordinaire, on va dire, mais qui venait, qui avait pour singularité, pour le coup, d'être complètement voilée, et qui, d'emblée, alors, l'interview commençait par elle, donc on se disait, tiens, elle va avoir une certaine forme d'accès à la parole publique, et effectivement, l'interview commençait par elle, mais d'emblée, dès que Jean-François Copé commençait à rentrer dans le débat, eh bien d'emblée, elle n'était plus participante au débat. Donc il y avait toute une stratégie politique de fait de Copé qui lui disait, de toute façon, je ne vois pas votre visage, donc vous n'avez pas d'identité pour moi, donc il n'est pas question que je débatte avec vous. Et d'emblée, on voit aussi ici, alors autour d'un débat compliqué, complexe, mais on voit également que des situations de plateau créent, ou que sur ces situations de plateau, se créent vraiment des relations de pouvoir, de qualification, disqualification. Donc la question de l'accessibilité ou de la visibilité, elle n'est pas si simple à gérer aussi. Et dans les reportages que citait aussi Marion, toute la question c'est, oui, on va filmer des jeunes de banlieue, mais quel dispositif médiatique est mis en œuvre ? De quelle manière on les filme?
quel est le discours journalistique qui accompagne ça dans une situation de débat, c'est quelle est finalement l'organisation du débat, face à qui on met en face à face, en tête à tête, et comment ce type de situation reproduit aussi des effets d'exclusion dans le débat même. Et de fait, là, dans le cas de Copé, cette jeune femme intégralement voilée, voilà, dont je ne me souviens pas du nom, puisqu'il n'y avait qu'un prénom, et on se souvient de Jean-François Copé qui la disqualifie d'emblée. Donc, cette question d'accessibilité n'est pas si simple. Et même quand je me souviens, moi, quand il y a eu... j'avais regardé quand du coup Sarkozy était en 2007 et du coup un peu Ramayad, Fadela Amara et aussi Rachida Dati, comment elles étaient présentées en tout cas dans leurs portraits, etc. Et en fait, à chaque fois, elles sont toujours rattachées à une famille qui, elle, est complètement ethno-racialisée. C'est-à-dire avec une femme, une mère, pardon, complètement soumise, etc. Et c'est vrai que moi, je le vois beaucoup dans les corpus, c'est-à-dire que ceux qui sont des contre-exemples, c'est-à-dire des femmes, par exemple, qui, pour le coup, adoptent les normes de féminité blanche, etc., face, donc, comme je disais, à un groupe homogène qui est complètement soumise, etc. Donc ces exceptions-là, à chaque fois qu'elles sont médiatisées, quand elles sont décrites dans les médias, elles sont toujours rattachées à une famille complètement altérisée, et donc, voilà, et c'est une manière de mettre en scène que leur intégration, elle est en sursis. C'est que même si pour le moment elles sont intégrées, elles sont tellement proches finalement de normes et de valeurs qui sont complètement contraires à celles de la société française que l'intégration, elle ne pourra jamais avoir vraiment lieu. Elle est toujours en sursis. Alors on va essayer d'éviter les phénomènes d'exclusion du débat en ouvrant donc la parole à tous. Déjà, je ne sais pas si vous avez... il y a eu beaucoup de choses de dites déjà sur cette première heure, mais il faut déjà réussir à intégrer tout ça. Mais déjà peut-être des premières réactions par rapport à ce qui s'est dit, par rapport aux séries télé évoquées ou par rapport au débat aussi abordé. Moi j'ai une question un peu limitative, pardon. Quand a été supprimée la HALD? La HALD en fait a été fondue dans les missions du défenseur des droits, qui inclut médiateur de la République, défenseur des enfants, etc. Et c'est en 2011, c'est en 2011. Donc c'est une décision effectivement du président Sarkozy. Et oui, ce n'est plus lui qui est défenseur des droits maintenant. Qui est-ce qui est défenseur des droits? Non, le défenseur des droits, alors en ce moment je ne sais plus. Il y a eu une dame Versini à un moment. C'est le dernier qui a été nommé. Il y avait une dame Versini à un moment, non? Oui, mais je sais. Non, mais je crois que c'est plus elle. D'accord. Je sais plus. Là, j'avoue que. Merci. Et alors, vous parliez des Femen, elles ont quand même une origine étrangère. Enfin, l'origine du mouvement. Ukrainienne. Bon, vous n'en avez pas parlé, mais c'est un détail. Mais quel est leur, leur taux en France? Comment sont-elles représentées? Où sont-elles représentées? À Paris? Oui. Se sont-elles manifestées ailleurs? Quand? Comment? De quelle façon? Sur quel sujet? L'origine de leur mouvement, entre guillemets. Oui, c'est vrai, pour chacune des questions. En fait, les Femen, au départ, donc effectivement, c'est un mouvement ukrainien. Et là, qui s'est implanté aujourd'hui en France, mais on peut dire que c'est en France qu'elles sont au cœur, parce qu'il y a des... elles veulent créer une nouvelle internationale féministe, en fait. Voilà. C'est le projet... Pardon, je sais pas. Non, mais ouais, c'est qu'en gros, comme il y a Ina, la leader, qui était contrainte de se réfugier en France, en tout cas, c'est comme ça qu'elle s'est présentée dans les médias, comme elle a scié une croix à Kiev, donc elle a été chassée, en tout cas, elle avait des risques en Ukraine, donc ce qui fait qu'elle est arrivée en France par des anciennes de Ni But Ni Soumise qui l'a accueillie, et du coup, là d'ailleurs, elle est en train de demander pour être réfugiée politique. Et c'est à partir de ce moment-là, depuis cet été, que l'ancrage il devient français, même si effectivement elles essayent que le mouvement prenne de manière internationale. Vous avez parlé du Guardian, c'était une anglaise qui parlait ou c'était une française? Non, c'est toujours la leader. Cette personne. Donc en France, quelle est la représentativité à peu près? Représentativité, c'est un terme compliqué. En tout cas, il est certain, elles sont basées au Lavar moderne. Donc il y a Ina Shevchenko qui effectivement est la leader, on va dire, venue d'Ukraine. Le mouvement reste très actif en Ukraine, avec à la base effectivement, c'est dans le mouvement tel qu'il a été formé en Ukraine à partir de 2008 que s'est mis en place les premières actions anti-prostitution, anti-régime autoritaire, et il y a
il y a une troisième anti-religion, je crois, d'emblée. Hein. Donc il y avait déjà, si vous voulez, des cibles un petit peu désignées qui avaient trait principalement à la situation d'Ukraine, de fait. Hein. Depuis que Inna Shevchenko est arrivée en France, en gros, il y a... c'est difficile de savoir combien, peut-être une vingtaine de personnes qui s'entraînent. Alors après, elles doivent sans doute recruter de manière ponctuelle autour d'elles plus fortement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles sont basées au lavoir moderne, qu'il y a des entraînements tous les samedis là-bas. Voilà. C'est quel quartier de Paris? C'est le 18e arrondissement, c'est la Goutte d'Or en fait. Hein. Et elles occupent le local gracieusement. Voilà. Merci. Puis après, comme tout le monde, c'est vrai qu'il y a des entrées, des sorties, il y en a qui ont quitté. Enfin voilà. Donc, oui, il y a une commercialisation. Mais numériquement, c'est, si on peut dire, limité. Ah bah c'était un oui, c'est peut dire oui, bien sûr. Après, il est très clair qu'il y a une sorte de... Enfin, il faudrait s'intéresser davantage à la réception, à la réception des Femmes. Après, c'est sûr qu'elles ont une médiatisation telle qu'elles ont quand même, on peut dire, un certain soutien populaire ou succès médiatique qui passe aussi par des formes de soutien populaire, voilà, assez important. On voit sur leur page Facebook, il y a beaucoup de commentaires, enfin, il y a beaucoup de suivi du mouvement de fait par les réseaux sociaux, etc. Donc c'est pas si négligeable que ça, même si c'est vrai que dans la question du message médiatique, il y a la production, il y a l'objet lui-même, et puis il y a la réception. Est-ce que vous analysez aussi l'autre côté de l'écran? Maxime. Oui, mais j'ai travaillé un peu là-dessus. Moi, ce qui m'intéressait, c'était, parce que là, on a parlé effectivement aussi beaucoup de la façon dont les médias jouent un rôle dans la construction de la réalité sociale, jouent un rôle dans les différentes conceptions qu'on peut avoir du genre, de l'organisation de la société, etc. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est inversement, est-ce que les rapports sociaux jouent un rôle dans la façon dont les publics interprètent les contenus. Et j'ai travaillé en particulier sur le racisme, sur les rapports sociaux de race. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que en tout cas, ce que moi j'ai pu constater, c'est que l'activité interprétative, la façon dont on va interpréter un film, est évidemment contrainte par la façon dont les publics conçoivent plus largement le monde social. Et par exemple, sur une question tout à fait centrale, qui est, en tout cas pour les publics, qui est celle du degré de réalisme d'une représentation. Est-ce que ce film est réaliste ou pas? Et qui est un argument qui est souvent utilisé pour soutenir ou disqualifier une œuvre. Eh bien, cet élément-là est bien souvent interprété au prisme, par exemple, de la conception que la personne se fait du racisme. C'est-à-dire que la lecture, donc moi j'ai travaillé avec des publics différents, en travaillant sur leur carrière de spectateurs, c'est-à-dire sur l'ensemble des films qui avaient marqué leur parcours, les films dont ils se souvenaient, les films qui avaient été importants pour eux, les films qu'ils avaient détestés, etc. Et donc il y a un certain nombre de films comme ça qui ont émergé, que les personnes ont fait émerger d'elles-mêmes, et sur des films comme Welcome de Philippe Lioré, qui parle des sans-papiers en France, comme Pulp Fiction de Tarantino, etc. Il y avait effectivement une articulation très forte entre le discours qui consistait à dire ce film est pertinent parce que ce film renvoie à une certaine réalité, ce film montre les choses en face, etc. Et une certaine conception de ce qu'était, selon cette personne, le racisme, son fonctionnement et les manières de lutter contre ce racisme. Donc on pouvait effectivement très clairement faire une typologie des conceptions du racisme, puisqu'il y a des conceptions tout à fait différentes, des conceptions psychologisantes, donc qui vont mettre l'accent sur une défaillance psychologique, une conception moralisante qui va mettre l'accent sur une défaillance morale, les racistes sont des personnes mauvaises, méchantes, et une conception plus systémique qui va mettre l'accent sur l'ensemble des procédures et des modes d'organisation de la société où collectivement chacun participe, y compris par son silence ou son inaction, à la reproduction du racisme. Et ces trois modes-là vont être mobilisés, activés différemment par des publics différents dans leur lecture des films, selon qu'ils les retrouvent ou pas dans les représentations. Alors moi, c'était pas vraiment des publics médiatiques, mais j'avais travaillé en fait, sur une étude pour évaluer des plans
lutte contre les discriminations mis en place en 2005 dans certains centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais. Et du coup, moi, je devais évaluer 5 ans après si ces plans avaient marché, s'il y avait effectivement moins de discrimination. Donc c'était plutôt des discriminations raciales dans les centres sociaux. Et donc j'avais fait une enquête de terrain par rapport à ça. Et ce qui était intéressant, c'est que du coup, tous étaient persuadés que ça avait marché, par exemple dans les CA, où on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de blancs dans les CA ou des personnes d'un certain âge. Donc là, on a les salariés ont fait en sorte que le CA soit un peu renouvelé, qu'il y ait des femmes, des non-blancs, des musulmans, des jeunes, etc., pour vraiment que ça soit représentatif de la population du territoire. Mais finalement, quand on creusait un peu, je me rendais compte que dans les CA, les personnes qui n'avaient pas une identité normative, c'est-à-dire qui n'étaient pas, en tout cas, qui avaient qui avaient des attributs identitaires qui constituaient un stigmate, ils n'avaient pas leur parole n'était pas considérée comme légitime. C'est-à-dire qu'ils faisaient des propositions au même titre que les autres, mais ils étaient moins entendus, en tout cas on ne les écoutait pas. C'est qu'il y avait toujours en tout cas dans les salariés du centre, ils ne prenaient pas en compte ça parce qu'eux ils savaient ce que ces personnes avaient besoin, alors qu'ils n'étaient pas vraiment un territoire, etc. Et là, il y avait vraiment ces mécanismes de mise à distance, c'est-à-dire, étant républicain, ce que je disais tout à l'heure avec les journalistes, j'ai retrouvé exactement la même chose avec les journalistes, étant républicain, étant pour la légalité, la liberté, etc., je ne peux pas être discriminant, et en plus, je suis à gauche, donc je travaille dans un centre social où je défends une vision humaniste, etc., et du coup, ils mettaient complètement à distance leur propre participation à ces formes, en tout cas, de discrimination, etc., ce qui fait que ça se reproduisait. C'est-à-dire que voilà, ils ne sont jamais interrogé leur propre attitude face à ces populations-là, alors qu'ils ne les reconnaissaient pas. En tout cas, leur parole n'avait pas de valeur. Voilà. Ce qui est un phénomène qu'on retrouve à plus large échelle, effectivement, dans la sphère publique. C'est-à-dire que la sphère publique, il y a aussi un mythe de la sphère publique, ou un piège, qui est que on a tendance à considérer la sphère publique comme un lieu de rationalité, le lieu de la délibération démocratique rationnelle, où, pour que cette rationalité s'exerce, les inégalités sociales se trouvent suspendues. Chacun se trouve à la même place, assis à la même table, pour pouvoir délibérer rationnellement. Et c'est bien entendu, évidemment, là, un mythe, et l'exemple que tu donnais tout à l'heure de l'asymétrie forte entre un personnage politique élu et une jeune fille de 18 ans montre bien cette asymétrie. Et cette prétention à l'égalité, qui évidemment ne fonctionne pas, va aussi avoir pour effet d'entraîner des phénomènes d'appropriation de la parole minoritaire. Ce qu'on voit très bien avec l'exemple classique, c'est évidemment SOS Racisme, avec Touche pas à mon pote, où l'énonciateur, c'est un énonciateur blanc, qui parle à un blanc, à qui il dit voilà, ne touche pas à mon pote non blanc, qui lui, visiblement, ne peut pas parler, ne peut pas se défendre. Et donc le sujet de l'antiracisme construit, là, c'est un sujet blanc, et on retrouve la même chose dans le débat sur le mariage pour tous. C'est-à-dire que quand on regarde la médiatisation du débat dans la presse, il y a très très peu de paroles de gays ou de lesbiennes qui sont portées dans la presse. On a des tribunes d'intellectuels, qui sont les mêmes d'ailleurs qui interviennent sur tous les sujets. Voilà. Et donc en l'occurrence, on a des tribunes d'hétérosexuels qui prennent position pour ou contre le mariage, mais on a très très rarement une parole qui viendrait des minoritaires eux-mêmes. Oui, moi je l'ai bien vu dans mon corpus, en tout cas sur l'antiracisme, c'est que effectivement les personnes légitimes à parler de l'antiracisme, c'est les blancs, ou alors les non-blancs qui tiennent un discours de blanc. Et c'est toujours un antiracisme qui va dire le raciste, c'est l'autre, c'est l'électeur du Front National. Donc c'est quelqu'un qui est clairement raciste. Et avec le sexisme, c'est pareil. C'est vraiment... et je pense que l'homophobie, c'est pareil, etc. Les porteurs de ces causes-là, c'est toujours le blanc qui est construit comme étant intrinsèquement égalitaire, en fait. En termes de représentation, le blanc, il est construit comme étant intrinsèquement égalitaire. Et dans la sphère publique, en tout cas dans les médias d'information, c'est comme ça qu'il est construit. Oui, ce qu'on voit, moi je fais un parallèle aussi ce qui se passe sur les scènes plutôt de divertissement, bien entendu, et sur l'humour, il y a ce même phénomène en fait, hein. Mais avec paradoxalement aussi
On parlait tout à l'heure de la sphère publique, des voies d'accès à la sphère publique, etc. Paradoxalement, sur une scène humoristique, par exemple, on voit quand même émerger des membres issus de groupes subordonnés, subalternes, en l'occurrence là issus des minorités ethno-raciales, mais on voit, il y a un double phénomène, c'est-à-dire au départ, effectivement, dans les années 80, l'idée véritablement, c'est de dénoncer la figure du raciste, et on connaît tous les sketchs de Desproges ou de Coluche, par exemple, qui va désigner très clairement le raciste comme étant une figure dont on se moque. Mais paradoxalement, ce sont toujours des humoristes blancs qui vont désigner l'autre raciste, effectivement, comme étant une figure à moquer. Et tout cela met toujours le public, par ailleurs, à distance et n'invite pas à véritablement questionner ses propres logiques interprétatives derrière aussi. C'est moquons-nous de celui qui est raciste, mais de manière tellement grossière, finalement, que le public n'est pas amené ou n'est pas invité à s'identifier à cette figure du raciste dont on se moque. Ce qui est intéressant, c'est que dans le divertissement, ou en tout cas dans l'humour, on a vu quand même aussi émerger, pour le coup, des minorités ethno-raciales. Moi, l'exemple que je préfère, c'est celui de Jamel Debbouze, puisqu'on voit dès les années 90 quand même émerger ici une figure qui par le biais de l'humour, va jouer avec les stéréotypes, alors toujours de manière très ambivalente, mais va quand même, en tout cas, amener dans l'espace public une figure qui peut être identifiée comme la figure du garçon arabe ou du jeune de banlieue, mais qui va en jouer pour créer une figure plutôt sympathique, non menaçante, donc prendre un certain nombre de contre-pieds à l'image stéréotypée, menaçante du violeur, du délinquant, qui est le garçon arabe dans les années 90, ou qui est l'imaginaire du garçon arabe dans les années 90. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit aussi émerger finalement des figures qui ont duré, puisque ça n'a pas été simplement ponctuel. Jamel Debbouze est dès les années 2000 l'une des personnalités préférées des Français. Il a une carrière qui est quand même assez fulgurante, et primé à Cannes, etc. Et aujourd'hui, on voit aussi depuis 2 ans exploser Omar Sy, qui en réalité a commencé avec Jamel Debbouze dans les mêmes sketchs, qui étaient les sketchs par ailleurs dans les années 90, alors qui explose, ou dont la carrière explose plus tardivement avec un film comme Intouchable, qui explose avec une image qui là aussi est pour le coup assez ambivalente, puisque Omar Sy va être toujours un petit peu associé à un représentant des banlieues. En même temps, on sent bien qu'il n'est pas simplement ça. Lui-même va avoir un discours qui est très ambivalent, il va dire ne pas vouloir être uniquement associé à l'image de la banlieue, ou à faire attention à ce que la banlieue ne soit pas stéréotypée dans les films qu'il joue, etc. Mais on voit ici finalement que tout d'un coup, certains représentants des minorités, alors avec des phénomènes généralement assez complexes de médiatisation, mais certaines minorités vont se retrouver comme étant aujourd'hui quand même des figures installées et légitimes du cinéma français. Donc, il y a quand même, si vous voulez, quelques voies d'accès. Alors, toujours avec de la complexité derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas si simple dans l'image qu'on produit. Et on est obligé de parler du donné, par exemple. Oui, non, mais en fait, Dieudonné, c'est un sujet compliqué parce que il y a sans doute eu disons, un phénomène médiatique fort qui a produit en partie son exclusion et la radicalisation de son propos. En même temps, lui-même est rentré dans une surenchère qui dépasse en fait le seul moment du problème qui commence à émerger. C'est-à-dire que lui a dépassé une limite où à un moment donné, on ne peut plus simplement se tourner vers la question du phénomène médiatique, mais on est obligé de prendre en considération qu'il y a eu des dérapages. C'est qu'à un moment donné, quand il invite les gens d'extrême droite sur scène, finalement, là, finalement, il n'y a plus d'ambiguïté. Il a transformé son propos de comique ou de bouffon en propos politique. Donc, de fait, la critique politique qu'on faisait à son propos devient plus justifiée à ce moment-là aussi. Bon, voilà. Puis il s'est présenté aux élections européennes dans un parti avec Alain Soral. Oui, à un moment donné, il y a un glissement. En fait, après, au début, c'est D'autres questions, réactions, commentaires, indignation? Quelqu'un parmi vous a-t-il vu la série Borgen, la femme suédoise Premier ministre?
La série, elle est là. Qui est partagé entre son rôle de chef du gouvernement et son rôle de mère de famille. Oui. Et là, à un moment donné, ça tourne très très mal parce que son mari ne supporte plus qu'elle soit absente et puis que la fille commence à disjoncter, elle fait une grave dépression. Et elle doit quitter le gouvernement le temps de s'occuper de sa fille. Oui, c'est vrai. Et son ménage se stoppe complètement. Et elle divorce, elle quitte ses fonctions au gouvernement pour aller s'occuper de sa fille qui est en dépression. Mais je pense qu'elle va revenir au gouvernement sans doute. Mais c'est vrai que le fait qu'elle doive quitter ses fonctions, c'est des choses qui, sur les personnages masculins qui sont forts, ne se posent elle a un même rôle pas. très masculin, je trouve. Ah, vous trouvez? Parce que moi, je la trouvais justement assez féminine. Dans la réalité, il y a eu Mrs. Thatcher quand même. Oui, Oui, enfin, c'est pas le même. Dans l'histoire. Oui, mais Elle est très positive. pour les moins jeunes, vous êtes très jeune, mais elle a existé. Ah oui, non, je connais, mais c'est pas... C'est deux C'est modèles la réalité, complètement oui, c'est pas les Angela Merkel actuellement. Oui, tout à fait. Ségolène Royal, c'est aussi une figure politique intéressante, parce que pour le coup, elle est en tailleur. C'est pas comme Martine Aubry, qu'on disait très masculine, etc. Là, elle a joué quand même la féminité. Ah oui, Enfin, une certaine forme de féminisme. Ségolène Royal, elle a mis en avant son côté mère de famille, etc. Dès le départ, Ouais. avec ses enfants, etc. On fait toujours des commentaires sur les vêtements des femmes politiques et pas sur les cravates des messieurs. Sur la cravate de Hollande, Oui, ça commence. Voilà, justement. Mais parce que Hollande, il n'est pas dans une masculinité classique. Même. Non, non, mais enfin, il a été beaucoup, pour le coup, raillé pour être. Enfin, on retrouvait ça dans le commentaire humoristique à l'égard des candidats à l'élection présidentielle. Il y a eu beaucoup de railleries à l'égard de Hollande comme étant impuissant, parce que dans une masculinité impuissante, donc il était qualifié de tête de cochon, fraise tagada, enfin, on avait tous les qualificatifs qui renvoyaient finalement à son image d'incompétence politique, parce que en manque de virilité ou en manque d'une masculinité puissante, on va dire. Et puis dans le rapport entre Sarkozy et ses femmes et Hollande et ses femmes, il y a quand même un traitement différent aussi de la perception du... Oh oui, mais Sarkozy, la masculinité de Sarkozy n'est pas simple non plus. Non, non, il y a eu très bonnes analyses sur ça. Oui. Pour avoir assisté aux premières assises du journalisme, qui se sont tenues d'ailleurs ici dans le bâtiment il y a 5-6 ans, j'ai assisté au débat sur le journalisme féminin et les journalistes femmes justement déploraient leur non-possibilité quasiment d'accès à certains thèmes de travail, et en particulier la rareté des femmes dans le domaine de la politique étrangère, où à l'époque Christine Ockrent était encore, je dirais, plus médiatisée que nous le sommes là 5-6 ans après, mais étant l'une des rares à avoir émergé dans le domaine. Et même également dans le traitement différent lorsqu'un journaliste est otage entre le journaliste homme et le journaliste femme. Il y a des choses aussi sur le fait que... il y a eu un rapport là qui est sorti sur le fait que même les experts auxquels les journalistes s'adressent sont majoritairement des hommes, et l'expertise varie en fonction des domaines. Donc les femmes vont être plutôt cantonnées à des sujets de communication, culture, société, l'économie, l'industrie sera plutôt les hommes. Et il y a justement un livre qui est sorti avec des recommandations pour des femmes expertes dans des domaines non habituels, pour conseiller aux journalistes de faire appel pas uniquement à des hommes, mais qu'il y avait des femmes dans tous les domaines qui étaient... Oui, mais là, je ne sais pas si ça déplorait également, c'était qu'en tant que journaliste femme, vis-à-vis de certains chefs d'État, c'était dit, elles avaient carte blanche pour tirer des informations. Et voire même en tant que, alors là ça a été à demi-mot, mais quand même, parce que là c'était une révélation, que les journalistes, oui je dis bien les journalistes femmes, otages, souvent sont violées, mais qu'elles ne le révèlent pas, parce que sinon elles sont grillées au niveau professionnel. Mais Mona Iderman l'a dit. Mais Mona Iderman l'a dit aussi à interroger ces aspects-là, où on ne leur confie pas non plus toute la palette que l'on offre aux journalistes hommes. Ou alors, est-ce que les journalistes hommes
interviennent-ils dans les médias typiquement féminins, spécialement féminins? Il y a une étude qui est faite tous les 5 ans à l'échelle mondiale qui s'appelle le Global Media Monitoring Project. C'est un projet mondial global de monitorage. Et l'idée, c'est de faire dans une 50aine de pays des statistiques en fait, sur l'ensemble des journaux, alors journaux presse, télévision et radio. Bon, ils ne prennent pas en considération Internet, ce qui est un biais de l'étude. Et sur une même journée, en fait, l'ensemble de ces journaux vont être enregistrés, ou alors, si on travaille sur de la presse, on va récupérer tous les journaux. Et l'idée, c'est de faire des grilles, un peu de codage, donc on part avec des grilles de codage, où il s'agit de coder, savoir si c'est un homme ou une femme, enfin, qui est l'énonciateur, en fait, dans un reportage télé ou dans un article de presse, voilà. Savoir si, qui parle, qui porte la parole de la personne ordinaire, en fait. S'agit-il de le prix des cigarettes a augmenté, on va interviewer quelqu'un à la sortie d'un buraliste et on va voir si c'est un homme ou une femme et on va coder tout ça. Et ensuite, bon, il y a toute une partie du codage qui a trait aussi à la question du statut vraiment de la personne dans le reportage. Est-ce qu'elle est victime, survivante, ou est-ce que la personne est stéréotypée du point de vue de son genre? Alors, en l'occurrence, là, il s'agit vraiment de voir aussi le statut des femmes, etc. Et ce que montrent les résultats de l'enquête, en tout cas qui a été fait en 2010 en France, c'est qu'effectivement, on retrouve exactement cette séparation des mondes. Hein. Les articles qui ont été écrits à la suite de l'enquête renvoient à ça. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'économie, le politique et la justice qui sont plutôt des domaines, on va dire, ou des univers dits masculins, et de l'autre côté, la santé, la culture, voilà, principalement, vont être des domaines plus féminins, effectivement. Donc, il y a déjà une sous-représentation des femmes de manière générale, on va dire. Je crois qu'en France, on était à 27% de femmes qui apparaissent dans l'ensemble des journaux, sur une journée de journaux, télé, presse, télévision. Et à l'échelle mondiale, c'est 24%, enfin, dans les pays dans lesquels... elles sont 44% par contre à l'échelle mondiale à porter la parole de la personne ordinaire, donc en tant que témoin de tous les jours, ça va, on va dire, on est presque à égalité. Mais effectivement, après, si on prend en considération aussi les interventions des journalistes, etc., on voit cette séparation des mondes qui est très claire, et bon, quelque part qui est à la fois non surprenant quand on connaît les imaginaires sociaux associés à chacun des domaines, et en même temps qui se traduisent statistiquement très clairement. D'autres remarques, questions? Moi j'avais une question sur, ça a été évoqué, hein, la question de l'intersectionnalité. Peut-être poser la question aux intervenants, savoir quel mouvement ou quel, je sais pas, à quel endroit, à quel courant se rapproche le plus aujourd'hui, puisqu'on a bien compris à un moment donné que c'était pas qu'une question d'un secteur en particulier, mais qu'il faudrait pouvoir marcher au moins sur trois pattes, enfin s'il n'y en a pas plus d'ailleurs. Je ne sais pas comment cette question d'intersectionnalité avance. C'est une découverte, c'est encore un peu récente pour moi, que j'ai bien identifié par le passé la question effectivement la lutte contre le sexisme, la lutte de classe, effectivement il y a la lutte anti-racisme, et donc effectivement que visiblement si on ne marche pas au moins sur ces trois pattes-là, ça va être un peu compliqué. On le voit bien d'ailleurs dans le débat sur le mariage pour tous, c'est que le gros rattache, c'est que c'est coupé de toute revendication sociale, et donc du coup ça fait un drôle de truc, quoi. Voilà, je sais pas, peut-être ta question, il n'y a pas de réponse. Non, je sais pas. Et en même temps, c'est super important, quoi, parce qu'autrement, on va continuer comme ça, à un moment donné, les uns en fonction de son histoire, de là où on en est, de se bagarrer tantôt dans le champ du féminisme, tantôt dans le champ de la lutte antiraciste, tantôt dans le champ de la lutte des classes, et il y a peu de chances qu'on arrive à faire converger ce genre de choses. Alors je ne sais pas, est-ce que le mouvement queer est suffisamment puissant pour porter l'ensemble de ces choses-là? Non, en sachant que c'est un peu compliqué, voilà. Quand on dit queer, on entend des figures qui se décomposent en face de nous, etc. Bon, je ne sais pas, peut-être pas de réponse encore, mais en tout cas, c'est une question qui se pose.
Comment? Le queer, c'est évoqué tout à l'heure, donc oui, alors, donc, je ne parle même pas du mouvement queer, hein, mais au moins sur ces trois champs-là, c'est vrai qu'effectivement, un mouvement féministe coupé de la lutte de classe, la lutte de classe coupée du mouvement féministe, ben, ça ne marche pas, et les deux autres coupés de la lutte antiraciste, ça ne marche pas non plus. Donc je ne sais pas de votre point de vue, alors peut-être ça n'existe pas, mais est-ce qu'il y a des endroits qui commencent à émerger ou... Arras. Effectivement, non, mais il y a de plus en plus d'espaces de réflexion autour de l'intersectionnalité, ça c'est certain. Et il y a une vraie volonté, notamment dans le féminisme français, depuis la question du voile, qui a quand même complètement fracturé le féminisme français, c'est indéniable. Cette question de la convergence des luttes, elle a vraiment réémergé très fortement. Après, sur la traduction politique, c'est un peu l'éternelle question, mais moi j'ai l'impression qu'il y a eu depuis très longtemps des formes d'intersectionnalité, c'est-à-dire mais qui sont très conjoncturelles. Il ne faut pas oublier, par exemple, puisqu'on parle du mariage pour tous, et aussi du fait, vous avez dit très justement, que la question des inégalités sociales est un peu passée à la trappe. Quand on pense ce que c'est l'histoire de l'homosexualité en France, quand on pense au phare, le Front homosexuel d'Action révolutionnaire, qui est le premier groupe de libération homo, qui est quand même un groupe marxiste, qui est un groupe qui travaille aussi sur l'émancipation prolétaire, qui est un groupe qui travaille sur le colonialisme. Voilà, donc il y a eu des moments comme ça, où tout à coup, il y a un axe de pertinence qui se dégage à partir de la lecture des rapports de sexe dans une société. Il y a tout qui sort, quoi. Il y a le colonialisme, il y a... Voilà. Mais, donc je ne pense pas qu'il faille dire non plus que jusque-là, on a complètement oublié d'articuler les luttes, etc. C'est pas vrai, il y a eu plein de moments d'articulation. Maintenant, quelle doit être l'articulation du temps présent? Ça, voilà, c'est pas moi qui ai la réponse. J'aimerais bien, mais... Et puis peut-être juste pour répondre sur le mouvement queer, pour le dire en deux mots, le mouvement queer, c'est un mouvement donc, qui travaille la question du genre. Merci peut-être de l'épeler pour les personnes qui ne connaissent pas. Bien sûr. Désolée. Ah mais bien sûr. Vous êtes dans... Moi aussi je connais, bon bref, mais pour d'autres raisons. Mais il faut expliquer quand même. Tout à fait. Mais je suis en train Vous avez votre monde, c'est merveilleux, vous savez beaucoup de choses, mais vous êtes dans votre tranche, si j'ose dire. Et il faut s'adresser à tout le monde. Mais c'est vrai, mais je vais les plaire, j'adore le Scrabble en plus. Donc c'est Q-U-E-E-R, c'est un mot américain. Et le mouvement queer, c'est un mouvement qui travaille sur les questions de genre et de sexualité, mais qui travaille ces questions dans une perspective qu'on peut qualifier d'anti-assimilationniste. C'est-à-dire, contrairement au mouvement gay et lesbien, il n'y a pas du tout un souhait de s'intégrer à un modèle social déjà existant, mais plutôt à l'inverse, de repenser complètement le cadre social tel qu'il existe, de déconstruire les normes, de déconstruire complètement l'idée qu'il y a des hommes, des femmes, et l'idée qu'il y a deux orientations sexuelles uniques, et de penser toutes ces choses-là un peu autrement. Donc par exemple, sur la question du mariage, la position queer était plutôt de dire qu'il y a plein d'autres formes de penser l'égalité que de la penser par ce conformisme social que peut être le mariage, qui a été contesté par les féministes, notamment matérialistes, depuis les années 70, et que même si on veut produire ce type d'égalité institutionnelle, un autre moyen, c'est par exemple de contester la réduction des individus au 1 et au 2 de la sécurité sociale, c'est-à-dire à l'institutionnalisation de la différence des sexes, et donc défaire juridiquement la distinction de sexe, par exemple, aurait de fait ouvert le mariage, mais aurait eu aussi des effets pour les personnes trans, aurait eu des effets aussi sur les relations entre hommes et femmes. Voilà, donc la position queer, c'était de dire qu'il y a d'autres manières de penser complètement ces enjeux de genre et de sexualité qu'en allant vers l'assimilation simple et directe. Et justement, le fait d'aborder par ce biais-là, est-ce que ce ne serait pas plus efficace? Parce que parfois, l'efficacité n'est pas quand on joue le contrepoint systématique. Et justement là, en abordant autrement le problème de la réalité au moment de la naissance, avec les médecins qui se trouvent confrontés avec des états de fait, ils classent comment en 0 ou en 1. Et il y a tout le problème là qui est complètement, je dirais, plus ou moins tabou.
dont j'ai vaguement entendu parler en télévision, mais alors, quant aux juristes, je les ai un petit peu approchés en coulisses, ils sont tellement conservateurs qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Mais vous avez quand même des professionnels qui se retrouvent confrontés, là, avec des classements, et ils ne savent pas quoi faire. Et puis ensuite, derrière, vous avez l'humain. Vous avez celui qui porte son classement et qui n'est pas forcément le bon ou aussi tranché que ça. Et ça, de toute façon, c'est la nature, et ça s'amplifie compte tenu de l'environnement. Autant que je sache. Alors, il faudrait quand même bien aborder les problèmes au fond. Est-ce que ce ne serait pas une manière d'aborder les choses de manière beaucoup plus large et pertinente que tout le temps être dans des cloisonnements ou des contrepoints qui créent ou systématiquement vous régénérez une opposition? Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Je suis complètement d'accord avec vous, mais ce qui est intéressant, c'est que dans les débats internes à la constellation, on va dire, LGBT queer, au moment juste avant le débat sur le Pacs, quand il y a eu tous ces débats autour des différents contrats d'union civile avant d'arriver finalement au Pacs, ceux qui, dans cette constellation-là, étaient opposés au Pacs, défendaient déjà l'option du mariage. Et disaient, mais il faut voir loin, même si c'est compliqué, il faut voir loin et il faut revendiquer tout de suite le mariage et pas du tout de contrat d'union civile. Et par contre, ce qu'on a entendu là dans les dernières années et la structuration du débat au sein de cette constellation LGBT queer autour du mariage, c'est que parmi ceux qui étaient opposés au mariage, une des voix importantes consistait justement à dire non, la vraie question, c'est revenir sur la définition juridique des sexes. Et donc, on voit bien que c'est cette question-là aussi vers laquelle on va aller. Et avec le soutien d'ailleurs d'un courant du féminisme qui est aujourd'hui très préoccupé par cette question-là. Et les intersexes. Et bien sûr, et les intersexes. Voilà. Donc il y a là effectivement une convergence d'intérêts qui fait que cette question va se poser à un moment donné.